L'enjeu de l'indépendance, c'est qui va décider. Qui va décider pour nous? Nous ou pas nous? C'est que l'ennemi numéro un, finalement, à la base, c'est la peur. Ouais. Puis l'antidote ultime, c'est l'espoir. Puis l'espoir, il y en a toujours, là. Toutes les Québécoises et les Québécois, on peut pas, à nous seuls, gagner la bataille contre les changements climatiques, mais on peut toujours bien, au moins, être un acteur positif puis faire tout ce qui est en notre pouvoir. Tu sais, en 80, Pierre Elliott Trudeau, il faisait campagne en disant aux gens, il disait, nous, les députés du Parti libéral du Canada, on met nos sièges en jeu pour le Québec. Si vous votez non, on vous promet du changement. Plein d'autres Canadiens sont tannés de ces compromis-là. Des fois, ils ont l'impression que c'est nous, les bébés gâtés de la Fédération. Des fois, on est là, bon, c'est tout à l'ouest. Sacrons-nous patience, tu sais. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a eu le privilège de recevoir Sol Zanetti, qui est député pour Québec solidaire de la circonscription de Jean-Lesage et ancien chef d'Option nationale. Donc, on a eu l'occasion de parler des arguments fédéralistes. Je me suis fait l'avocat du diable, j'ai donné plusieurs arguments fédéralistes que j'entends, que je lis sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé de répondre à ces arguments fédéralistes-là, donc ça mène vraiment des échanges intéressants. On a également parlé de Québec solidaire, de son point de vue de l'indépendance et d'Option nationale. Donc, c'est une discussion très intéressante. Je lui ai même demandé est-ce qu'il trouve que Québec solidaire parle autant d'indépendance qu'Option nationale. Donc, si vous voulez voir la réponse, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Et juste avant de commencer l'épisode, j'aimerais également remercier nos commanditaires, nos partenaires qui nous permettent d'avoir un beau studio comme ça, qui nous permettent justement d'enregistrer des épisodes pour faire la promotion de l'indépendance. Donc, on a le Fonds indépendantiste du Québec, vous les connaissez, c'est un organisme qui fait la promotion de l'indépendance, mais surtout qui ramasse des fonds et puis qui les distribue pour des projets comme Génération Oui, justement. Donc, c'est un organisme qui vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil. Le site Internet sera dans la barre de description, c'est fidq.québec. Et ils ont lancé récemment, en plus, un site Internet qui montre à quel point le Québec serait un pays pas si petit que ça, pas si faible que ça. Bref, le Québec serait un pays tout à fait viable, un pays tout à fait comparable à la plupart des grands pays. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller y jeter également un coup d'œil. On parle ici de République plutôt économique.québec. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Si vous avez un ami, justement, fédéraliste ou indécis qui vous pose des questions sur l'indépendance, bien, c'est une bonne façon de trouver des ressources et des arguments indépendantistes. Donc, allez y jeter un coup d'œil. On remercie également la boutique 50% plus 1. Si vous voulez contribuer à l'indépendance, c'est une bonne façon par le moyen de cette boutique-là. Et finalement, je vous invite, si vous aimez notre contenu, à vous abonner, aimer, commenter. Notre but, c'est vraiment de propager les idées indépendantistes à travers les médias sociaux, à travers les différentes plateformes. Donc, si vous voulez nous aider à poursuivre notre mission, abonnez-vous. Et sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Alors, bonjour, on est avec Sol Zanetti, ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci de l'invitation. Bien, merci beaucoup. On est très, très, très content de te recevoir au balado. Tu es un député, donc, de Québec solidaire dans la région de Québec. Qu'est-ce que tu faisais à Montréal ces jours-ci? Je venais, imaginez-vous donc, enregistrer des balados. Pas juste le vôtre auquel je suis invité, là, mais moi, je vais me partir une balado. Là. C'est cool, Comme, ça? oui, là, je me trouve drôle parce que c'est comme genre, c'est comme là, tout le monde a une balado, là, mais quasiment, mais en même temps, tout le monde n'a pas une bonne balado, comme par exemple la vôtre qui développe un public important. Fait que là, je vais essayer de faire une bonne balado, mais à voir ce printemps-là, je sais pas quand ça va sortir. Cool, on va suivre ça sur tes réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, Toi, si on rentre dans le vif du sujet, on Ouais. va parler d'indépendance, évidemment. Ouais. Toi, comment t'es devenu indépendantiste? Ça prend plusieurs années. C'est comme c'est c'est un processus par phase, là, tu sais. Je dirais que d'abord, point de départ, en 95, j'avais 13 ans. Puis j'étais le leader du camp du non dans le débat de mon cours d'histoire. Ah ouais? Wow! Fait que c'est de là que je suis parti. Puis après ça, à un moment donné, en secondaire 4, parce que là, je fais la longue histoire parce que vous m'avez dit qu'on avait 1 heure et demie. Fait que dans mon cours d'histoire, secondaire 4, il fallait qu'on fasse un travail de 10 pages quand même. Secondaire 4, 10 pages, c'est quand même beaucoup. Puis là,
je me suis dit, je vais aller prendre un sujet que je connais absolument pas. Je vais errer dans la bibliothèque, me laisser aller au hasard de l'intuition. Puis là, je suis tombé sur un livre sur la rébellion des Patriotes de 1837. Puis là, j'étais comme étonné de pas connaître ça pantoute. Puis c'est comme, il y a eu une rébellion, genre, comme, puis je le sais pas. Bon, j'étais en secondaire 4, là. Je pense que j'étais pas tout seul de ma gang à pas le savoir, mais c'est quand même à la limite de la normalité, là, de pas savoir ça. Tu sais, c'est comme, c'est gros, là, c'est... Je veux dire, c'est... En plus, hey, là, je vais ouvrir une parenthèse, cette rébellion-là, c'est ça l'élément déclencheur de la fondation du Canada, là. Fait que, on pourra ouvrir la parenthèse si vous voulez. Mais là, je vais finir mon histoire. Fait que j'ai fait ça, puis tu sais, graduellement, j'ai fait « Ah, mon Dieu, mais c'est normalement intéressant. » Puis là, ben, tu sais, ça se dépose. Puis là, il n'y a pas de débat, là. Tu sais, on est dans les années 90, là. Tout le monde était curieux en train de parler de référendum, d'indépendance. Tu sais, c'est la grosse dépression, là. De ce point de vue-là. Puis là, je vais au cégep, ça, puis tranquillement, je vois des vidéos de Pierre Falardeau, je lis des trucs, puis je trouve vraiment intéressant, puis c'est comme son franc-parler, son audace, son courage. C'est comme un peu ses vertus morales, on dirait, tu sais, comme de genre le gars qui a pas peur, puis qui s'exprime, tout ça, qui ont contribué. C'est pas juste ça qui m'a convaincu, mais ça a fait que je me suis intéressé beaucoup à ce qu'il disait, puis aux arguments, puis ça finit par me convaincre, tu sais, ça, puis d'autres choses, là, mais au fur et à mesure, là, au bout de quelques années, j'étais là, je suis passé de, tu sais, comme, ouais, Chris, ils ont des bons arguments, tu sais, faire d'autres ça, à genre, à un moment donné, ouais, là, je suis indépendantiste. Très intéressant. Puis à la base, pourquoi tu étais fédéraliste? C'était comme le statu quo? Tu voyais pas les avantages d'un Québec indépendant? Ben, tu sais, à 13 ans, là, Ouais. les idées politiques que tu peux, là. Tu sais, je veux dire, t'entends une affaire, la première affaire que t'entends puis que tu comprends, c'est celle-là que t'adoptes parce que tu l'as compris, puis that's it, là. Fait que je dirais que c'est loin d'être une réflexion achevée. Mais aussi, tu sais, moi, mon père, c'est un immigrant italien, puis je pense que, tu sais, lui, dans son parcours, tu sais, mon père, il a vécu aussi la Deuxième Guerre mondiale, là. Puis les conflits, puis tout ça, puis il était comme... tu sais, je pense pas qu'on l'avait initié en bonne et due forme aux raisons de faire l'indépendance, puis à tout ça. Fait qu'il se disait, regarde, là, c'est une société ici, là, gars, c'est pacifique. Il y a des services, comme tu barres même pas tes portes, puis c'est correct. On touche pas à ça. Tu sais, c'est un peu... c'est pas exact. Je reprends pas ces mots, là, mais c'est ça que je retiens un peu de l'attitude générale, tu sais. C'est comme... si on était dans une situation vraiment difficile, tout ça, mais là, c'est comme... Tu sais, puis je comprends ce point de vue-là, mais je suis sûr que, mettons, aujourd'hui, là, mon père est décédé, tu sais, mais je suis sûr que si la conjoncture historique de nos vies l'avait permis, je l'aurais convaincu. C'est sûr, c'est sûr. Ou du moins, il aurait écouté Génération Oui, puis là, il serait devenu un indépendantiste convaincu, probablement. Ah ouais, c'est clair, là. Tu sais, j'aurais comme commencé le travail, puis là, vous auriez achevé, là, son... J'en suis convaincu. Mais là, sa conversion. C'était quand tu disais que tu as été dans un débat pour le nom? Ah Tu ben, représentais le en nom? 95, là. OK, en 95, Ouais, à tu l'école, représentais là, à l'école. c'est comme le prof d'histoire, à ce moment-là, en 95, c'est pas que tous les profs d'histoire ont organisé un débat dans leur classe, là, avec, tu sais, comme exercice pédagogique, puis là, les gens grappillent un peu des arguments qu'ils ont entendus dans les journaux, puis là, ils disent ça, puis, tu sais. Puis ça, c'était au secondaire ou au cégep? Ouais, secondaire. Secondaire, 13 est-ce ans, que ouais. les jeunes étaient plus du côté du oui à ce moment-là? Ouais, je m'en souviens pas, honnêtement. Non? OK. C'est dur à dire. C'est à Québec aussi, là. Ouais, Québec a ouais. pas mal voté moitié-moitié, là. Peut-être 51% pour le oui, là, 52%, là. Ouais. Mais c'est parce que dans le fond, tu sais, on dit ah, Québec a pas voté assez fort, mais il a quand même voté majoritairement pour le oui, là. Hmm. Hey. Ben, la prochaine fois, on va faire mieux. Ben ouais, c'est évident. Évidemment. Je voulais savoir aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de fédéralistes, d'indécis qui nous écoutent, surprenamment, mais Ah ouais? heureusement. Ouais. Ouais. Hey, Les gens je veux qui juste veulent m'adresser à eux, vous êtes hot. Ouais. Hey, sérieux, là, ça, c'est de l'ouverture d'esprit. Vous êtes... Je vous admire. Puis justement, si tu veux t'adresser à eux, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les convaincre de l'indépendance? De l'indépendance? Ouais. Écoute, tu sais, par où commencer? Il y a tellement d'arguments, tellement de pognes. Moi, quand de pognes possibles, tu sais, il y a... Quand, mettons, je m'adresse à une personne qui n'est pas convaincue de l'indépendance, ben j'essaie de... D'abord, je pose un peu des questions pour
à commencer par la bonne place, là, tu sais, à servir l'argument qui risque de toucher. Là. C'est très difficile, sinon, de commencer par le bon coin. Mais mettons qu'on veut être vraiment à la base, la racine, c'est que essentiellement l'indépendance, l'enjeu, c'est la liberté. L'enjeu de l'indépendance, c'est qui va décider. Qui va décider pour nous? Nous ou pas nous? Puis qu'est-ce qui est mieux pour nous? Puis cette question-là amène à se poser la question de qui on est puis qu'est-ce qu'on vaut. Tu sais, comme par quel chemin et quelle conception de nous devons-nous avoir pour penser, consciemment ou non, que ce serait mieux que les autres décident pour nous? Tu sais, un enfant, clairement, tu sais, c'est mieux que des adultes décident pour lui à bien des égards, genre son alimentation, pas risquer sa vie en traversant la rue en courant sans regarder, des choses comme ça. Mais à un moment donné, à partir du moment où tu sais, notre société, c'est pas un enfant, tu sais, c'est un adulte, là, notre société, puis on devrait arrêter de penser qu'on doit déléguer nos choix aux autres. Donc, ça, je pense que c'est la posture de base. Ah! C'est drôle, parce que il me vient récemment, au Parlement, tu sais, il y a les stagiaires de la Fondation Jean-Charles Bonenfant qui sont comme, il y en a chaque année, ils viennent faire un stage au Parlement. Puis là, ils sont, mettons, 4-5, puis là, ils font des stages. C'est vraiment très intéressant pour eux autres, puis pour nous autres aussi, c'est vraiment intéressant. Et ils m'ont invité à rencontrer une délégation de stagiaires de l'Ontario, du Parlement ontarien, pas Ottawa, mais vraiment le Parlement de la province de l'Ontario, qui venait, puis tu sais, ils m'ont dit, hey, voulez-vous les rencontrer? Ils aimeraient ça rencontrer un député, tout ça. Je dis, ah, parfait, je vais en parler d'indépendance. Une bonne occasion. Oui, c'est une bonne occasion. Puis la façon dont j'ai commencé, de façon vraiment très schématique, c'est en parlant de ce qu'est la souveraineté. En faisant des distinctions entre la souveraineté et l'indépendance. C'est deux choses différentes. Puis même dans la souveraineté, on peut décliner la souveraineté étatique, la souveraineté populaire. Puis essentiellement, je leur ai dit, tu sais, s'opposer à la souveraineté d'un peuple, il y a juste deux raisons possibles. Il y en a peut-être d'autres, vous me direz, mais tu sais, quand tu t'opposes à la souveraineté d'un peuple, c'est ça parce que tu penses qu'il n'est pas capable de prendre ses décisions, puis là, ben ça, c'est comme raciste, mettons. Là. Ou encore, tu veux ben, en anglais, je leur parlais en anglais, là, tu sais, you want to rule over them, tu veux les gouverner, tu veux les dominer. Fait que ces deux postures moralement inacceptables. Tu sais, les gens qui ont ces postures-là dans les films, c'est toujours les méchants. Tu sais, il n'y a pas un personnage de la culture populaire dans un film qui voulait comme dominer les autres ou qui pensait qu'il était minable puis qui était un bon. Fait que ça, c'est l'argument de base. Ça a parti la discussion de façon surprenante pour eux autres. Parce que les autres, c'est pas ça. Pour eux autres, la question de l'indépendance n'est jamais posée dans ces termes-là. C'est quand même intéressant parce que souvent, on est un peu reproché au mouvement indépendantiste d'être trop dans les péréquations. Puis c'est bien compliqué pour les gens qui, au final, en fait, ce qu'ils veulent, c'est OK, mais est-ce que l'indépendance va faire en sorte que moi, l'épicerie que je vais acheter demain, ça va coûter moins cher? Puis si c'est le cas, ben, je vais voter oui à ton projet. Puis c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Fait que si on essaie de vraiment aller à la base puis de sortir un peu des débats super théoriques, c'est quoi les arguments qui nous demandent pas un doctorat en économie, par exemple, pour vraiment nous assurer de rejoindre le plus de personnes qui sont parfois aussi... Le côté abstrait vient un peu décrocher les gens alors que ça devrait pas. Mais mettons la personne là, qui dit, là, c'est quoi l'influence entre l'indépendance et le panier d'épicerie? Là? OK, bon, là, je vais faire un argument qui a certains nids, c'est un peu indirect, là, mais c'est quand même très concret. C'est que ce qui va le plus faire augmenter le prix de l'épicerie dans les prochaines décennies, c'est les bouleversements agricoles que vont amener les changements climatiques et aussi peut-être les ruptures de chaînes d'approvisionnement amenées par les possibles pandémies, puisqu'il va y en avoir peut-être d'autres, puis ou encore à l'instabilité géopolitique internationale. Bon, ça, c'est la principale cause. En ce moment, on est dans un pétro-État, la gang. T'sais. En ce moment, nos taxes et impôts subventionnent la destruction de la planète. On subventionne le développement de l'industrie des sables bitumineux, une des sources d'énergie les plus polluantes au monde. Déjà que c'est passé qu'ils font de l'argent, on leur donne du cash. On a acheté un pipeline pour eux autres avec notre argent. T'sais, on est littéralement en train là,
d'autodétruire l'environnement essentiel à notre survie avec notre argent. C'est ça le projet canadien. C'est ça le projet canadien actuel depuis les années 70, puis c'était comme... c'était ça depuis le début, mais sans le pétrole, puis avant le niveau de gaz à effet de serre qu'on avait dans l'atmosphère. Puis ce pays-là a tellement développé puis investi dans l'industrie du pétrole qu'il ne peut plus s'en sevrer. C'est comme un accro-dépendant qui trouve le sevrage trop difficile. Et il ne va pas de lui-même réduire ses émissions. Puis les solutions technologiques du genre enfouir ça dans la terre, là, on n'y arrivera jamais. Il n'y a pas assez de temps. La tâche est trop grande mondialement. Puis je comprends qu'au Québec, là, vous, moi, puis toutes les Québécoises et les Québécois, on ne peut pas à nous seuls gagner la bataille contre les changements climatiques, mais on peut toujours bien au moins être un acteur positif puis faire tout ce qui est en notre pouvoir. Puis tout ce qui est en notre pouvoir, c'est de sortir de cet état pétrolier-là, utiliser notre argent pour favoriser la transition énergétique, parce qu'on sait que toutes les forces du Québec, le Québec a comme toutes les forces pour devenir un des leaders mondiaux de la transition écologique. On est pris dans un pétro-état, puis on finance les sables bitumineux. Sacrement! Tu sais, je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Fait que, il faut changer ça. Puis c'est pas juste de dire on laisse le Canada faire ses trucs, parce que là, il y a du monde qui dit il faut rester le Canada pour le changer de l'intérieur. C'est ce que j'allais te dire, pour faire l'avocat du diable. Il y en a qui vont dire exactement, on a un poids politique au Canada, si on est environnementaliste, comme Stephen Guilbeault, on devrait essayer d'influencer le Canada, parce que si on devient un pays, oui, on va pouvoir être un pays vert, mais ça reste que l'Alberta va continuer à produire son pétrole. Mais Stephen Guilbeault là, est la preuve que le système canadien, d'un point de vue environnemental, n'est pas réformable. C'est sûr que lui, il va dire, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il a autorisé des forages à Baie-du-Nord. Je veux dire, inacceptable. C'est sûr que c'était pas son rêve d'enfance là, à Stephen Guilbeault d'autoriser ce forage-là. Là, il a pas fait ça parce que tout à coup, il a trouvé que c'était une bonne idée. Il a fait ça par la pression politique du système dans lequel il était. Puis c'est juste la preuve qu'un des plus grands environnementalistes et écologistes du Québec, militant, dont on ne peut pas remettre en question la bonne foi, la sincérité des convictions, s'il s'entraîne dans la voie d'essayer de changer ce système-là par l'intérieur, ça ne marche pas. Et ça veut dire qu'il faut changer le système. Et il faut changer le système, il faut en sortir. Et puis, le Québec indépendant ne va pas juste pouvoir être un leader de la transition, il va pouvoir aussi s'opposer à ce que son territoire serve d'artère pétrolière pour désenclaver le pétrole canadien vers les marchés européens. Tu sais, à partir de ce moment-là, en ce moment, là, le fleuve Saint-Laurent puis nos voies ferrées là, sont saturées de pétrole. Ils essayent parce que plus ils peuvent sortir du pétrole, plus ils peuvent en produire et tout ça, plus ils sont capables d'avoir des nouveaux marchés, plus ils sont capables de le vendre cher pour faire des profits. Et là, les projets de pipeline qu'il y a eu dans le passé de Énergie Est, avec Poilièvre, ça va revenir. Et si on leur laisse le pouvoir de décider pour nous, parce que le transport interprovincial d'hydrocarbures, mais de toutes ressources naturelles, c'est une décision d'Ottawa, auquel une province dans le système canadien ne peut pas, on ne peut pas s'y opposer, bien, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont nous passer un pipeline à travers 800 de nos rivières, compromettre la moitié, la qualité de l'eau potable de la moitié de la population québécoise, et puis nous rendre complices de la destruction de la planète puis de l'expansion de cette industrie-là mortifère. Alors, faire l'indépendance, c'est pas juste nous, on devient leader, c'est aussi on va aider à enclaver le Canada, à pas lui permettre, à pas être les complices de ça. Ensuite de ça, est-ce qu'il va le passer par les États-Unis? Ça dépendra des administrations. Trump avait dit oui à son Keystone XL, son projet de pipeline. Là, Biden a dit non. Avant, Obama avait dit non. Puis là, c'est revenu Trump, là, il est ouvert. Mais s'il reste là jusqu'à 30 puis que les démocrates prennent le pouvoir, ils vont le bloquer. Bref, ça ajoute de l'incertitude. Puis on peut pas avoir cette influence-là sur l'élection américaine. Mais nous, on peut faire notre bout. Au minimum, c'est notre devoir de citoyen mondial. Fait que pour revenir à ta personne à l'épicerie... On allait loin. Non, mais c'est parce que, regarde, ouais. Tu sais, le prix de l'épicerie, les changements climatiques, l'agriculture, les pandémies, tout ça. Si on veut lutter contre les changements climatiques, il faut faut s'ajouter à la liste des leaders mondiaux qui travaillent en ce sens-là. Puis il faut aussi développer notre autosuffisance pour les chaînes d'approvisionnement, travailler l'autosuffisance du Québec en matière agricole puis en matière de production de nourriture. Et ça, on n'est pas rendu là, puis ça nous prend les pleins pouvoirs. On a des pouvoirs en agriculture qui sont importants, mais il y a aussi des pouvoirs qui appartiennent à Ottawa. Puis toutes les décisions prises à Ottawa sont prises en fonction de
Pas juste les intérêts du Québec. Les intérêts du Québec, mais dilués, mélangés avec des intérêts des fois antagonistes dans d'autres provinces. Puis pourquoi est-ce que chacun va pas juste prendre ses décisions en fonction de ses intérêts? Me semble que tout le monde serait plus heureux. Parce que sinon, ben, c'est toujours l'histoire de compromis décevant pour tout le monde. Plein d'autres Canadiens sont tannés de ces compromis-là. Des fois, ils ont l'impression que c'est nous les bébés gâtés de la fédération. Des fois, on est là, bon, c'est tout à l'ouest. Sacrons-nous patience, tu sais. Puis le Québec qui va sortir aussi là, de cette fédération-là, je veux dire, ça va créer probablement des remous au Canada. Peut-être que d'autres blocs au Canada vont décider de faire leur indépendance. Puis, tu sais, l'indépendance, là, ça ne veut pas dire on n'a plus rien à voir en commun. Tu sais, le lendemain de l'indépendance, tu sais, on va avoir mutuellement intérêt à faire des traités de libre circulation de la main-d'œuvre, de libre circulation, de reconnaissance des diplômes, de libre circulation des biens. C'est juste que les décisions qui ne sont pas dans notre avantage mutuel, on va pouvoir s'y opposer. Mais on n'aura pas nécessairement besoin d'un passeport pour aller en Ontario. Dans le temps, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait même pas besoin de passeport là, aux États-Unis. Il fallait comme ta carte bleue, ton certificat de naissance. Bon, là, il y a eu un virage sécuritaire qu'on connaît, mais tout est possible. Moi, je pense qu'on serait de bien meilleurs amis, de bien meilleurs voisins si on était indépendants. Puis, on se donnerait les moyens de limiter la hausse du prix de l'épicerie. Hein? L'argument est indirect, mais il est logique. Est-ce que, selon toi, le Canada est réformable? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont encore peur de l'indépendance. C'est une grosse étape pour plusieurs personnes, là, de déménager de chez ses parents, puis prendre son autonomie. On est devenus des adultes en tant que société. On est une société accomplie, mais de faire l'étape de déménager complètement, là, il y en a qui ont encore de la difficulté à s'imaginer, ça, le Québec indépendant. Donc, est-ce que le Canada est réformable? Le système canadien, il est comme verrouillé. Il y a eu des tentatives de le changer, de le réformer qui se sont toutes soldées à des échecs. Puis, bon, mettons qu'on fait un historique très bref, là, puis qui ne remonte pas jusqu'à la nuit des temps, mettons, là. La dernière grosse tentative, c'est le lac Meach. Il y a eu un premier référendum sur l'indépendance en 1980. Après ça, dans les années qui suivent, des fédéralistes, des gens qui ne voulaient pas l'indépendance, mais qui disaient quand même, là, il y a une grosse insatisfaction, il faut qu'on y réponde, il faut qu'on change un peu le Canada pour qu'on donne du lousse au Québec un peu, puis qu'on satisfasse un peu de ses désirs d'autonomie. Ils ont travaillé pour ça, pour éviter un autre référendum gagnant son indépendance. Alors, ils ont fait une proposition de réforme constitutionnelle du Canada. Puis là, ça a presque marché jusqu'à ce que ça marche plus, puis que le Canada refuse. T'sais. Alors, l'accord du lac Meach a été tassé, puis on est revenu à la case départ. En 92, donc pas longtemps après, 92, il y a eu le référendum de Charlottetown. Alors là, c'est Brian Mulroney, du Parti conservateur à ce moment-là, qui prend, mettons, je fais l'histoire... l'histoire, je la raccourcis pas mal. Mais il prend l'accord du lac Meach, il dilue un petit peu pour que ça passe mieux, puis il veut proposer ça, puis pour reprendre sa formulation, il dit c'est pour faire rentrer le Québec dans l'honneur et l'enthousiasme dans la Fédération canadienne. Il présente ça, cette fois-ci, en référendum pan-canadien. Ça a été battu. À l'extérieur du Québec, les gens l'ont battu parce qu'ils ont fait c'est bien trop de concessions pour le Québec. Puis au Québec, les gens ont fait comme c'est ridicule, c'est des demandes beaucoup trop basses, c'est beaucoup trop faible. Donc ça a été rejeté. Puis après ça, tu as eu le référendum en 95. Mais si on fait juste une pause, Charlottetown, c'est épouvantable comment c'est un exemple à quel point on pense pas pareil. Puis c'est vrai ce que tu dis. Dans le reste du Canada, ils ont voté non. Puis au Québec aussi, mais pour des raisons complètement opposées. On s'est opposé au même projet, mais parce que pour eux, c'était trop. Ils disaient, non, on donne ben trop de pouvoir au Québec. Puis nous, on était comme, non, c'est pas ça qu'on veut, on veut beaucoup plus. Là, c'est pas ce qu'on nous avait promis en 90 avec Meach. C'est épouvantable. Puis là, la dernière tentative. Puisque moi, là, 95, deux anecdotes, pas deux anecdotes, c'est des faits historiques, là, c'est comme reconnu dans les journaux, tout ça, mais tu sais, en 80, Pierre Elliott Trudeau, il faisait campagne en disant aux gens, il disait, nous, les députés du Parti libéral du Canada, on met nos sièges en jeu pour le Québec. Si vous votez non, on vous promet du changement. Tu sais, comme on va satisfaire vos demandes sans que vous ayez besoin de partir.
Puis finalement, le changement, ça a été terrible. Ça a été le rapatriement de la Constitution, qui est comme quelque chose qu'aucun premier ministre du Québec n'a jamais voulu signer tellement on s'est fait avoir avec ça. Même les fédéralistes. Même les Jean fédéralistes, Charest. même les Jean Charest. Tu sais, Philippe Couillard, à un moment donné, avait évoqué l'idée de peut-être signer ça. Puis là, ça a comme, il a rétro-pédalé à vitesse grand V parce que tout le monde a dit que ça n'a pas de bon sens. Fait que... Puis en 95, moi, je m'en rappelle, on en parle moins souvent, mais Jean Chrétien, pardon, qui était dans le camp du non, évidemment, le premier ministre à l'époque. Là. Ouais, c'est ça, c'était lui. Puis je me souviens, il disait, inquiétez-vous pas, là, on va amener des changements. La même affaire. Puis finalement, on n'a juste plus jamais entendu parler. Il n'a même pas rien fait, finalement. Il avait même reconnu, il est même allé jusqu'à reconnaître le Québec comme une nation pendant le référendum, puis après ça, il n'a rien fait pour mettre ça dans la Constitution ou apporter ça d'un point de vue constitutionnel. Ah, ouais, vraiment, là, pure poudre aux yeux. Puis après ça, la dernière événement dont je me souviens, c'est 2017. C'est, voyons, le leader parlementaire des libéraux, là, Jean-Marc Fournier, qui, en 2017, dit, écrit un gros livre de genre 200 pages pour dire on va démarrer une conversation constitutionnelle. Il n'y avait même pas des demandes. Là. Imagine là, le temps que ça a dû prendre de rédiger 200 pages. Là. On a fait sa sortie, là, puis il a fait comme main tendue à Justin Trudeau. T'sais, on veut jaser, juste s'asseoir, juste jaser. Dans la même journée ou le lendemain, quelque chose comme ça, Justin Trudeau a dit non, on va juste pas faire ça. Puis là, c'est 200 pages comme, dont on a parlé comme pendant 48 heures, that's it. Peut-être des chroniqueurs ont étiré un peu la sauce, mais on n'en parle plus aujourd'hui, mais on s'en souvient plus. Fait qu'il y a c'est verrouillé. Pourquoi? Parce que ouvrir la Constitution canadienne, ça compromettrait l'intérêt des multinationales de l'énergie, puis pas rien qu'eux autres. Tu sais, à partir du moment où tu ouvres la Constitution de donner plus de pouvoir au Québec, là, comment tu vas faire pour désenclaver le pétrole albertain? Comment tu vas faire pour passer des pipelines où tu veux? Dès que tu ouvres la Constitution, là, c'est sûr que les Autochtones vont dire, nous autres aussi, on veut de la souveraineté, nanana, nanana, nanana. Puis là, ben, tu sais, toutes les tu donnes, tu sais, ils sont pas prêts à donner du pouvoir aux Autochtones. Puis l'épisode des Wet'suwet'en est la preuve de ça. À partir du moment où il y en a qui ont dit hey, non, ce projet-là de pipeline qui passe sur notre territoire, on veut pas, ben ils ont enlevé comme leur cérémonie gentille, ils ont envoyé l'armée avec des guns. Tu sais, c'est du gros, là. C'est le pouvoir canadien, mais c'est des multinationales qui sont même pas nécessairement canadiennes. Tu sais, il y a Total, tu sais, il y a de partout, là, puis c'est comme... À un moment donné, les multinationales, ils n'ont pas d'intérêt national. Ils font juste comme, comment est-ce qu'on peut augmenter notre profit le plus possible, puis ils vont prendre les moyens que leurs investissements soient pas perdus. Fait que, tu sais, c'est verrouillé par des intérêts économiques, là. Le monde ne veut pas ça, et ça n'arrivera pas. Il faut arrêter de rêver à ça. Mm-hmm. Quand on regarde aussi Là, on a parlé un peu de certains arguments. Faut aussi reconnaître que, dépendamment d'à qui on s'adresse, on va pas répondre de la même manière. Je pense notamment aux femmes. On dirait qu'on remarque, ben en fait, on remarque littéralement dans les chiffres que par rapport aux hommes, les femmes sont vraiment moins importantes dans le soutien qu'elles accordent aux projets indépendantistes. Ça reste que moins nombreuses, puis moins importantes aussi. Quand on va vouloir faire le troisième référendum, il faut avoir toutes les populations derrière nous, dont les femmes. Je pose la question parce que je trouve que c'est quelque chose qui est important aussi dans un balado qu'on se pose. Comment on fait pour rallier les femmes au projet indépendantiste qui semblent moins intéressées, moins peut-être on leur donne moins de la place, peu importe la raison pour laquelle on remarque que les hommes sont plus enclins dans les données qui sortent à soutenir ce projet-là qu'elles. C'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait, je vais dire quand même quelque chose, mais je pense qu'il faudrait poser la question à des femmes qui auraient peut-être une sensibilité de plus. Moi, de l'extérieur, là, ce que je dirais, c'est que mon impression à vérifier, ce serait que je pense que ça aiderait s'il y avait plus de figures féminines dans le mouvement indépendantiste qui sont mises de l'avant. Il y en a de plus en plus. Là, le fait que la présidente des Oui Québec, Camille Godet-Gingras, quel leadership incroyable. Il y a beaucoup de femmes souverainistes qui prennent la parole, puis tout ça. Mais je pense que plus il y en a, plus il va en avoir. Plus, dans le fond, les femmes vont se reconnaître là-dedans, puis vont être aussi touchées par les arguments qui vont les faire résonner davantage. Il y a aussi... Parce que moi, là, il y a une affaire que je trouve, là, c'est que
il y a dans la question du féminisme et du souverainisme des parentés de lutte importantes parce que dans les deux cas, ce sont des luttes pour savoir qui décide pour nous. Puis dans le féminisme, c'est une perspective à la fois individuelle et collective, comme chaque femme, l'émancipation de chaque femme comme individu, mais aussi des femmes. Puis pour le souverainisme, ben, c'est comme l'émancipation d'un peuple. Mais dans les deux cas, c'est une lutte similaire qui est de dire arrêtez de décider pour nous. Il faut qu'on décide par nous-mêmes parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va vraiment être qui nous sommes, s'épanouir, puis pas tomber dans l'aliénation. Donc, il devrait y avoir des liens qui sont forts. Donc, je pense que c'est à travailler. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un potentiel incroyable, mais il faut travailler cet argumentaire-là, puis mettre en lumière les proximités qui entre le féminisme et le souverainisme. Ouais. Puis une bonne façon, justement, on en parlait, tu t'en parlais des WeQuébec. Il y a un comité féministe aussi au WeQuébec, donc si les gens veulent s'y impliquer, c'est une bonne façon de le faire. On a fait un épisode avec Marguerite Landry, qui est vice-présidente des WeQuébec. Un très bon épisode, justement, sur le féminisme et l'indépendance. En lien avec l'indépendance, tu disais, bon, notre lutte, on veut choisir par nous-mêmes, pour nous-mêmes. On est capable, ça n'a pas de bon sens qu'un autre État vienne nous dire quoi faire avec nos pouvoirs. Moi, je lis souvent des gens, des Québécois, des fédéralistes dire le Québec, on ne serait pas capable. Oh ouais. Moi, je veux pas que ce soit le Québec qui choisit, parce que là, il y en a qui vont dire la gestion de la pandémie de François Legault, un ci, un ça, un ça. Il y a des gens au Québec qui veulent pas que les Québécois choisissent pour eux-mêmes. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur répond à eux? Bonne question. Dans les peuples qui ont subi une forme ou une autre de colonisation, là, il y a une constante, c'est une forme de mépris qu'on a absorbé, c'est le mépris du colonisateur qu'on a absorbé, puis juste le fait de se mépriser d'avoir été dominé, d'avoir subi une domination, c'est comme si c'est inconscient. Les gens vont pas dire non, je me méprise pas, mais à quelque part, c'est comme si y a quelque chose qui vient de là. Albert Memmi en parle. C'est un penseur de décolonisation, psychologue, philosophe. Puis il dit dans Portrait du colonisé, Portrait du colonisé, en tout cas, il dit ça. Il dit au fond, le colonisé, je pense qu'il utilise le terme très technique, il introjecte, donc il intègre le mépris raciste du colonisateur. Puis il finit par se mépriser, puis à vouloir devenir l'autre parce que l'autre est vraiment plus hot. Et je pense qu'il y a de ça des fois. Puis aussi, c'est parce que, tu sais, quand il y a eu des campagnes contre l'indépendance, ça a été beaucoup ça, tu sais. Votez non parce que de toute façon, vous ne seriez pas capable. Ce serait catastrophique que vous décidiez par vous-même. Donc, puis ça n'a pas été nommé comme étant... Peut-être que ça a été nommé. Ça a sûrement été nommé. Je n'étais pas là, OK? Mais l'histoire ne retient pas que les gens se sont insurgés en disant « Voyons, vous êtes donc bien raciste de dire ça. » Tu sais, c'est pas ça le réflexe. Le réflexe, c'est que « t'es sûr qu'on serait pas capable? » tu sais. Mais faut s'en parler, puis il faut amener d'autres modèles, tu sais. Fait que c'est dur à surpasser, mais ça se surpasse. Parce que des peuples qui ont subi la colonisation, qui se sont affranchis, il y en a un puis un autre là, depuis les années 50-60. Et voilà, donc ça faut... Mais il y a un enjeu de fierté et de confiance en soi. Tu sais, de confiance en soi. Puis des fois, mettons, moi, j'aime beaucoup Jean-René Dufort, OK? Mais quand je l'entends parler de l'indépendance, là, il dit... En tout cas, je ne l'ai pas entendu toutes les fois, mais une couple de fois, je l'ai entendu dire la même affaire. Il dit, imagine, au Québec, les deux affaires sur lesquelles on a le pouvoir total, déjà là, c'est pas vrai, c'est la santé et l'éducation, parce qu'il y a des ingérences quand même, là. Mm-hmm. Puis c'est les deux affaires qui vont le plus mal. Bon, pas vrai, il y a des affaires qui vont peut-être même encore plus mal que ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme, hey, voyons donc, tu penses que ça serait mieux si les décisions étaient prises à Ottawa? Je veux dire, ils les prendraient en fonction de quels intérêts? Tu sais, c'est pas juste... Puis pour la pandémie, on peut dire ce qu'on veut de la gestion, mais c'est comme ces gens-là, je leur dirais, mais vous auriez voulu que quel pays décide pour nous? Vous auriez voulu que ce soit Trump? Vous auriez voulu que ce soit Trudeau? Qui a décidé en partie. Vous auriez voulu que ce soit comme la Suède, la France, l'Allemagne? C'est quel pays genre, qui était si plus formidable à gérer ça que nous autres, puis que vous auriez voulu qu'on se soumette à leurs décisions pour des siècles et des siècles? Genre,
À un moment donné. Mais ça, il y en a beaucoup qui le disent, justement. Regardez la santé, regardez l'éducation. Le Québec, on le sait, là, le temps d'attente dans les urgences, ça va mal. Ils sont même pas capables de s'occuper des urgences, puis ils veulent faire un pays. Ça, je l'entends Ouais. souvent. Mais ça, c'est le problème, c'est le néolibéralisme, là, puis c'est la privatisation de la santé, là, tu sais, c'est pas... Je comprends que là, tu sais, mettons, la responsabilité qu'on a là-dedans, c'est qu'on a voté pour des gouvernements qui ont voulu ça, là, tu sais, mais les autres nous ont fait à croire, tu sais, que ça allait tout régler, le privé, alors que ça a désorganisé le système complètement. Fait que un pays indépendant, clairement, peut faire des choix néolibéraux, mais il peut faire d'autres choix aussi. Le problème, c'est que quand vous avez deux gouvernements comme ça, qui agissent des fois de façon très contradictoire dans leurs intérêts, mais sur le même territoire, mais ça crée des inefficacités incroyables. Puis en plus, ça crée des décisions qui sont plus susceptibles de ne pas être en accord avec tes intérêts. C'est ça la base. Puis en plus, le fédéral, puis je vais te laisser avec ta question, mais le fédéral aussi nous envoie pas notre juste part en santé. Ah oui. Oui. Tu sais, il y a des transferts en santé qui doivent se faire, puis on n'a pas notre juste part. Fait que Ouais. c'est difficile de gérer un système qui est public, à la majorité, là, même s'il y a du privé, mais c'est difficile de gérer notre système public. On n'a même pas tous les fonds qu'on devrait avoir. Ouais. C'est se tirer dans le pied. Là. Puis là, si je faisais l'avocat du diable, là, la question, C'est à là, ton tour. Chacun je dirais, notre tour. oui, mais le gouvernement canadien, en termes de services et de transferts, tout cumulé, envoie au Québec plus d'argent que le Québec lui envoie de taxes et impôts par année. OK? Mais ça, là, je vais vous dire c'est quoi la réponse à ça, parce que Colin, c'est utilisé souvent, puis c'est comme, c'est vrai, OK, ça dépend des années, ça varie, là, mais c'est parce que c'est vrai quand le gouvernement canadien fait 40, 60 milliards de déficit. C'est bien sûr, j'espère qu'il nous envoie plus d'argent s'il fait 40 milliards de déficit. Si lui-même dépense 40 milliards de plus que l'argent qu'il reçoit de toutes les provinces combinées, j'espère bien qu'il va retourner à toutes les provinces plus d'argent que toutes les provinces lui renvoient. Puis le problème, c'est que cet argent-là, c'est pas comme « Hey, on est chanceux, hein, qui nous envoie ça ». C'est de la dette qu'on paye. Il part avec notre carte de crédit, fait des achats impulsifs en fonction d'intérêts de toutes sortes d'affaires, il nous ramène une partie de ça, puis après ça, c'est nous qui payons le bill. Quel genre de deal c'est ça? C'est épouvantable. Ouais. C'est pas de la générosité, c'est pas comme « Ah, une chance qu'ils sont là pour nous ». Tu sais, si quelqu'un faisait ça, là, comme « Hey, salut, je t'ai acheté plein d'affaires dont t'as pas besoin, voici la carte de crédit, puis le premier paiement, c'est dans 2 semaines. » Diriez-vous comme « Quelle bonne personne généreuse, une chance, t'es là dans ma vie. » Non, tu serais comme « Mais t'es toxique, genre, laisse-moi tranquille. » Puis si on rebondit, il y a la question donc de on n'est pas capable, mais il y a aussi la question de oui, mais l'unité canadienne. Puis on le voit en ce moment, tu sais, là, il y a un peu un front commun, sauf l'Alberta, face à la menace des tarifs de Trump. Puis là, il y a des gens qui répondraient à l'indépendance du Québec en disant oui, mais regardez, déjà là, je veux dire, on est unis, puis on est quand même dans une position assez difficile. On est face à un président qui n'est pas vraiment très prêt à négocier, puis qui est un peu olé olé au niveau de ses mesures. Puis là, si on enlève le Québec, ben là, on serait encore plus faible, puis non seulement le Canada serait plus faible, mais le Québec serait rendu tout seul pour négocier. Fait que face à ça, qu'est-ce qu'on répond On est aussi? plus fort avec le Canada. C'est Ouais, ça. c'est C'est ça, ça, là. ouais. On n'est pas capable, puis on est plus fort avec le Canada. Il y a 2 tracks argumentatives, une plus rhétorique, mais quand même rationnellement valide, là. On va y aller avec elle. Si le but, c'est la force, OK? Non seulement il faut rester en Canada, mais s'il faut se fusionner aux États-Unis, hein? Il faut devenir le 51e. Puis si le but, c'est la force, parce que c'est ça le but de toute société, être le plus forte possible, ben là, n'arrêtons pas là et proposons une fusion Amérique du Nord, Russie et Chine. Hey, on serait fort, là. Hey, on serait fort. Qui On pourrait aurait nous la plus résister? grande armée du monde. Mais la question, c'est que quelle force auraient les citoyens? Quelle voix, quel pouvoir est-ce qu'on aurait sur notre destin si on faisait ça? Si on éloignait à ce point le pouvoir de nous, puis si on se diluait démographiquement, genre, puis démocratiquement dans un ensemble tellement plus grand que finalement notre vote compte pour rien. S'il y a encore des votes, là, parce que ça dépend à qui on se fusionne, mais c'est pas tout le monde qui a un système démocratique en plus. Donc, l'argument de la force, c'est un argument qui, quand on le pousse à l'absurde, ben, quand on le pousse à sa logique complète, on voit bien que c'est un argument absurde. Tu sais, poussé, c'est une réduction à l'absurde que je viens de faire. Bon. Mais là, dans le fond, l'autre argument plus terre-à-terre concret, c'est que en ce moment, il n'y a déjà pas d'unité canadienne. Tu sais, en ce moment, il y a des premiers ministres
de provinces canadiennes qui vont séparément plaider pour leurs arguments, puis leurs intérêts séparés directement à Donald Trump aux États-Unis, à Mar-a-Lago en plus. Fait que là, tu sais, puis il y en a qui, elle, mettons, en Alberta, elle, c'est comme, elle veut être sûre que pour le pétrole, ils vont continuer d'en acheter, puis qu'il n'y aura pas de tarifs, ou gna, gna, gna. Bon, puis là, il va faire, ouais, c'est correct pour le pétrole, pas de problème. Tu sais, j'imagine qu'il je sais pas qu'est-ce qu'ils vont se dire, là, tu sais. Là, le Québec, tu sais, on a d'autres affaires, puis on dit, hey, mais là, nous autres, c'est les secteurs manufacturiers, tatati, le bois, etc., là, et j'espère que, là, puis là, eux autres, puis là, on est comme, de toute façon, déjà les uns contre les autres. Cette fédération-là marche pas. Alors, l'idée, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne l'assume pas, carrément, qu'on prend nos propres décisions. Au moins, on est sûr que les valeurs et les projets qu'on va défendre correspondent vraiment à nos intérêts. Et ça n'empêchera jamais des alliances économiques. Tu sais, il y a des pays qui s'allient ensemble, là. On pourrait très bien là, remplacer le Conseil de la Fédération, qui ne marche pas, par une association, tu sais, je ne sais pas comment on l'appellerait, mais comme du Québec et du Canada qui fait des marchés communs économiques, puis qui face des fois à la négociation de l'ANENA, va avoir des intérêts communs à défendre, puis va se mettre ensemble, comme plein de pays européens, des fois, ils font ça, puis etc. Puis qu'à la seconde que ça nous fait pas notre affaire, bien, on s'est pas soumis constitutionnellement à ça. On peut partir, on peut dire non, on peut défendre nos intérêts. Est-ce qu'on, toujours dans ma logique un peu de coloniser, est-ce que le Québec indépendant, là, comme petit pays, là, comme déjà, ça marche pas. Vas-y. Comme petit pays, est-ce qu'on serait capable de se défendre si les États-Unis de Donald Trump veulent nous envahir, ou même si le Canada se dit non, vous ne serez pas un pays, puis on envoie l'armée? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Mais est-ce que le Canada serait capable de se défendre, puis de nous défendre? À la base, là. Tu sais, les gens posent des fois cette question-là comme si on était la première puissance mondiale puis qu'on allait devenir la 191e. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est pris dans une situation géopolitique où, tu sais, l'indépendance ne va pas nous assurer plus que maintenant une protection à toute forme de domination et d'oppression impérialiste internationale. Tu sais, je veux dire, déjà, il y a des multinationales qui s'approprient nos ressources, il y en a qui spéculent sur nos terres agricoles. Comment, tu sais, déjà, si on peut se protéger de ça, ce serait pas pire. Si les États-Unis virent de toute façon complètement fous, on a un problème, même si on reste dans le Canada. Donc, le problème se pose de toute façon. Puis la solution à ça, c'est de dire, de toute façon, si même le Canada avait à se protéger, il devrait le faire par des alliances. Puis le Québec va faire la même affaire comme pays indépendant. Tu sais, c'est pas très compliqué. Puis après ça, ben, il faut qu'on adopte des stratégies de défense qui sont en cohérence avec nos valeurs et nos objectifs. Là. Tu sais, je pense que le Québec sera jamais un pays qui va comme aller, genre, vouloir étendre son territoire ailleurs. Là. Tu sais, je pense que c'est pas réaliste. C'est Même pas le Labrador? Je répondrai pas à cette question-là. Non, c'est pas vrai. Ben, ça serait étonnant, mais je veux dire, ce que je veux dire, bon, il a été volé, le Labrador, OK? Il a été volé. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une autre histoire. Mais, tu sais, il y a des petits pays qui ont des systèmes basés sur la dissuasion et la défense, là, comme la Suisse, par exemple. Puis probablement que Québec indépendant irait vers ce genre de choses-là, qui coûte le moins cher possible, mais qui fait qu'un État impérialiste pourrait se dire « Ah, ça va être coûteux si on se lance là-dedans, puis c'est pas sûr que ça va marcher. » En fait, ce que ça montre, les arguments qu'on parle depuis tantôt, c'est que le plus grand argument pour le fédéralisme et contre l'indépendance du Québec, c'est la peur, en fait. Ben oui, c'est toujours la peur. La peur, c'est... Pourquoi tu sais, c'est la peur, c'est ça qui maintient dans la soumission. Ça fonctionne? Ben, c'est malheureusement très efficace. Tu sais, il faut avoir vu tous les films de Star Wars. On est convaincus, mais ce que j'aime de La Guerre des Étoiles, c'est que... là, je vais pas divulgacher, là. Ça fait longtemps quand même. Non, je sais. Ah ouais, on ne peut se le permettre. Bon, les bons, ils gagnent à la fin. Je veux dire, c'est une allégorie intéressante, la guerre des étoiles, pour un indépendantiste, je pense. Mais pour n'importe qui, même dans un pays comme déjà indépendant, qui lutte contre un système oppressant, puis qui fait face à des arguments de peur, comme c'est tout le temps le cas, et qui doit miser sur l'espoir dans des conditions dans lesquelles il y a l'air de ne pas avoir d'espoir, mais que la résistance devient un peu une posture éthique et esthétique que tu peux toffer longtemps,
puis qui peut mener à la victoire, puis qui est nécessaire, mais en réfléchissant à la peur. C'est ça qui est intéressant. C'est que l'ennemi numéro un, finalement, à la base, c'est la peur. Ouais. Puis l'antidote ultime, c'est l'espoir. Puis l'espoir, il y en a toujours. Là. C'est- L'espoir, c'est un choix, en fait. Mhm. C'est ça. L'espoir, c'est un choix. J'aime ça, ça fait coach de vie un peu. C'est très cool. Il faut se coacher la vie si on veut faire le pays. On se coach un peu la vie, là. Des coachs de oui. Oui, le coach de oui, ouais. Si on se met dans la peau d'un anglophone qui Ouais. vit au Québec Mhm. ou d'une personne qui est dans une communauté culturelle Ouais. qui a peur pour ses droits parce qu'il a l'impression que c'est un peu le fédéral qui le protège puis que le Ouais. Québec veut lui enlever des droits. Ouais. Comment qu'on fait pour les convaincre, ces gens-là, d'embarquer dans le grand projet indépendantiste? Ben, d'abord, il faut avoir des politiques inclusives, des politiques qui les font sentir vraiment là, accueillants, accueillis, puis qui manifestent l'hospitalité québécoise. Puis il faut qu'ils sentent qu'ils sont des nôtres, tu sais, qu'ils sont pas comme du côté des Canadiens contre nous. Tu sais, il faut que... Et ça, pour moi, c'est les intuitions de base de Gérald Godin dans le temps, là, qui était député de Mercier, puis qui était au PQ, puis qui est journaliste avant ça, puis qui allait vers justement les différentes communautés issues de l'immigration à l'époque, les Grecs, les Italiens, tout ça, puis il les faisait sentir chez eux, puis il voulait les embarquer là-dedans. Je pense qu'il faut avoir cette attitude-là tout le temps. Puis là, moi, par rapport au contexte québécois, là, les politiques sur, par exemple, l'interdiction des signes religieux, là, ça, je pense que ça nuit énormément. Les postures sur l'immigration, pas tant les politiques, même les politiques de la CAQ quand même, tu sais. Il y a une forme de bouquémissérisation des immigrants qui est faite dans le discours politique à l'heure actuelle, là. Et ça, pour les immigrants ou les gens issus de l'immigration qui écoutent ça, parce que beaucoup, mettons, il y en a qui ne suivent pas non plus la politique, mais pour ceux qui écoutent ça, ça les fait sentir en danger. Puis ça les fait sentir qu'on prendrait pas, tu sais, qu'on les verrait un peu comme des causes de nos problèmes. Et ça, c'est pas une façon de les amener avec nous dans le camp du oui. Et c'est très dangereux. Moi, c'est une affaire qui me dérange puis qui me fait très peur parce que c'est ça. Il faut qu'on... On dirait qu'il y a 10 ans, 12 ans dans le milieu indépendantiste, là, c'est comme une évidence. Là. La première question qu'on posait, c'était tout le temps, comment allez-vous faire pour amener les immigrants dans le mouvement, dans le camp du oui, le mouvement indépendantiste? Puis on dirait qu'à un moment donné, il y a du monde qui ont dit, il faut arrêter d'essayer, ça donne rien. Il faut comme galvaniser la majorité comme, descendants de Canadiens français, mettons, là. Puis ça, je pense que c'est une erreur importante. D'abord, moi c'est contre mes valeurs, mais aussi, je pense que ça pourrait couler le projet, tu sais. Fait que, pour répondre à ta question, il faut avoir des politiques inclusives. Il faut être inclusif. Il faut comme être... Puis tu sais, ça veut pas dire comme tripler les seuils d'immigration. C'est pas une affaire tant de seuils, tu sais, mais il faut arrêter de voir que... T'sais, le discours sur la réduction des seuils est souvent vraiment très démagogique. Là. Il n'est pas basé sur grand-chose. La fameuse capacité d'accueil dont un va dire qu'elle est dépassée, l'autre pas dépassée, il n'y a personne qui s'est assis pour la chiffrer un peu scientifiquement, basée sur des critères de taux d'inoccupation des logements, puis de services, puis de ci, puis de ça. Fait si au moins on dépolitisait ça, puis on faisait juste dire comme, OK, on va accueillir le mieux possible, puis que, les permis de travail fermés là, qui soumettent des immigrants temporaires à des situations d'exploitation dans lesquelles ils n'ont pas le choix de rester chez un employeur, même s'il les maltraite. Toutes ces affaires-là, montrer de la bienveillance envers eux. Puis aussi, la réunification familiale. La réunification, il y a du monde qui sont ici, puis comme ils attendent que leur famille vienne. Mais imagine attendre 7 ans que ta famille arrive. Fait que, quand on dit qu'on réduit les seuils permanents là, drastiquement de moitié, mettons, ce qu'on dit, c'est « Ah, tu pensais que tu allais attendre ton épouse et tes enfants 2-3 ans, mais tu vas les attendre 7 ans. » t'sais. Fait que ça, là, évidemment, cette personne-là, peut-être qu'elle n'a pas encore sa citoyenneté puis qu'elle ne vote pas, mais c'est sûr que, dès qu'elle va voter, elle ne va pas voter pour le monde qui ont proposé ça, t'sais. Fait que, étant donné aussi que la quantité d'immigrants puis d'enfants issus de l'immigration est en croissance au Québec importante, là, depuis des décennies, je pense que ça devrait être une préoccupation croissante pour nous de faire ça. Puis opposons-nous au Canada, pas pour ces mesures inclusives, mais opposons-nous pour
son projet dévastateur pour l'écologie, opposons-nous pour sa vision conservatrice du droit des femmes, opposons-nous pour des affaires qui, je pense, sont des plus grands consensus au niveau du Québec, puis qui sont pas clivantes. Tu sais, c'est pas très clivant au Québec, l'écologie puis le droit des femmes. Par contre, les mesures sur l'inclusion, c'est clivant. Le monde qui sont pour en maudit. Le monde qui sont contre en maudit. Puis c'est super divisif. Fait que ça, ces affaires-là, faut mettre ça de côté, tu sais. Puis c'est vrai que c'est un sujet qui est très délicat, mais très important. Autant pour les personnes immigrantes que pour les personnes qui sont immigrantes, mais depuis plus longtemps, disons. Quand tu dis qu'il n'y a pas, puis je t'ai peut-être mal compris, mais quand tu dis que c'est pas basé, qu'on devrait dépolitiser, en fait, les seuils d'immigration, Ouais. est-ce que de dire qu'il faut les hausser, c'est politique? Ben, je dis dépolitiser, là, c'est comme. Le terme, moi, je choisis parce que ça peut pas être pas politique, un sujet d'immigration, là, ça se peut pas, mais c'est comme des. Comment dire? J'ai pas le bon mot encore. Pas mettre ça dans une dynamique clivante, tu sais, puis vraiment, tu sais, dans le fond, ce qu'il faut voir, c'est évaluer, tu sais, bon, les réfugiés d'abord et l'immigration économique, c'est deux choses différentes. Tu sais, il faut avoir des critères différents pour les deux. Tu sais, les réfugiés, je pense qu'il faut comme qu'on fasse notre part comme une nation responsable sur la terre, tu sais, puis il faut accueillir la part qui est pas juste celle par rapport à une capacité d'accueil, mais tu sais, de façon juste par rapport aux autres, puis au contexte géopolitique, là, puis à la période, puis à la raison de tout ce qui se passe. Mais l'autre affaire, bon, les immigrants économiques, il faut voir avec tu sais, les besoins de notre économie. On est en pénurie de main-d'œuvre importante, tout ça, mais il faut voir aussi avec la capacité d'offrir des services. Mais souvent, la capacité d'offrir des services est liée à la pénurie de main-d'œuvre. Fait que, tu sais, il y a comme une dynamique. C'est pas évident de dire tu descends, tu montes, ça va régler le problème de façon très, très, très claire. Mais, tu sais, on pourrait dire, je sais pas, statu quo, augmentons un peu. Mais faisons un calcul que tout le monde va reconnaître comme étant correct pour qu'on arrête de se dire si vous voulez les monter ou les descendre, c'est que vous avez des mauvaises intentions. Tu sais, s'il y avait un calcul un peu comme non partisan, peut-être que c'est ça le terme que je cherchais plutôt que non politique. Là. Peut-être aussi des moyens d'en parler qui sont plus peut-être dans nos volages. Je veux dire, il y a eu tous les enjeux au niveau des cours en francisation qui sont comme on coupe dans ça. Puis je veux dire, tu sais, l'immigration, c'est quand même devenu à cause des politiciens au niveau de la scène fédérale. Tu sais, c'est devenu un sujet qui est parlé, c'est maintenu dans les discours de certains. Fait qu'on va pas juste passer outre, mais on peut peut-être aussi dynamiser de manière différente le discours, comme par exemple insister sur le fait que on parle d'immigration, puis derrière, pour la francisation, soit on n'en fait pas assez, soit même on coupe. Oh, ouais, c'est fou, là. Ben, tu sais, il faut. La francisation, c'est paradoxal parce que la CAQ, quand ils sont arrivés, honnêtement, ils ont mis beaucoup d'argent en francisation. Tu sais, ils ont comme. Tu sais, évidemment, ils sont arrivés après les libéraux qui faisaient de l'austérité. Fait que c'est sûr que par contraste, ce qu'ils ont fait, c'était bien. On était là comme, ah ben, bravo, tu sais, vous investissez. Mais là, ils coupent, puis ils sacrifient ça, puis tu sais, à un moment où on en a tellement besoin, fait que ça, ça n'a pas de bon sens. Favoriser, parce que la francisation, c'est l'intégration, c'est pas juste apprendre la langue. Souvent, les profs de francisation, ils amènent leurs élèves dans la ville, tu sais, utiliser les transports en commun, voir où sont les ressources, les services, etc. Ils les font entrer en contact avec la culture québécoise de plein de façons. Fait que c'est tellement important. Tu sais, sinon, ben, les gens, le réflexe, c'est qu'ils vont se replier sur les gens qui connaissent déjà, puis ils vont comme rester en communauté, puis l'intégration, les vases communicants se feront pas entre la culture d'accueil, tu sais, puis la leur. Fait que il faut vraiment investir là-dedans. Oui, définitivement. Puis pour revenir au seuil, parce que c'est vrai que le fédéral joue habilement ses cartes là, avec les nouveaux arrivants, leur font beaucoup peur, ils font beaucoup de politique, puis ils antagonisent un peu le débat souverainiste. Puis bon, quand on revient à la question des seuils, est-ce que tu penses que Québec solidaire fait bien de proposer une hausse des seuils? Puis si oui, c'est basé sur quel calcul? Ben, tu sais, nous, ce qu'on propose, actuellement, le niveau, c'est comme 55 là, 000 par année à peu près. Oui, parce que 55, ce serait peu. Non, ben parce que tu disais 50. Oui, c'est ça, 55. Nous autres, on propose comme de 60 à 80, mais ça ne veut pas dire qu'on propose en 80, mais tu sais, c'est qu'on propose un range qui est comme un tout petit peu au-dessus de maintenant, mais avec une marge de manœuvre
pour la raison suivante, c'est qu'on a l'humilité de dire qu'on sait que la capacité d'accueil, là, tu sais, elle n'est pas chiffrée nulle part. C'est difficile d'établir, surtout pour un parti d'opposition là, qui n'a pas les moyens du gouvernement, tu sais. C'est difficile d'établir de combien on a besoin, puis c'est quoi notre capacité d'accueil. Mais vous estimez que c'est entre 60 000 et 80 000? Ben, on l'estime, comme ça. Tu sais, tout le monde fait des estimations. Nous, on estime ça. Je pense que c'est une façon de dire qu'on pourrait aussi être pour le statu quo, tu sais, remarque, là. Mais c'est comme une façon de dire qu'on n'est pas hostile à l'immigration. Tu sais, aussi, là. Puis je pense que quand tu réduis les signes, c'est une façon de dire on considère que l'immigration est un problème, puis nous autres, on se fera pas envahir. Tu sais, genre, c'est une façon d'envoyer ce signal-là. Tu sais, que tu es d'une posture défensive par rapport à l'immigration. Tu sais, mais quand on va être capable, puis quand il va y avoir, le gouvernement va décider de faire, mettons, une commission parlementaire transpartisane sur les seuils d'immigration, puis qu'on va s'entendre sur des chiffres, puis que là, les gens vont pouvoir dire, ben nous, notre capacité d'accueil, on veut être clairement au-dessus, on veut être clairement en dessous, on veut être clairement exactement dessus, ben là, ça pourrait tout être clarifié, puis les gens vont arrêter de faire des calculs un peu qui sont des estimations. Fait que dosser les seuils, c'est un peu de montrer notre bonne vertu face à l'immigration, puis si on dit qu'on veut la baisser, c'est parce qu'on est contre l'immigration? C'est pas une affaire de montrer de la vertu, tu sais, c'est de dire, je pense que dans une perspective indépendantiste, là, être pour le statu quo ou une légère hausse, là, le message que ça envoie, là, c'est que si vous votez pour nous, puis que nous on est au pouvoir, puis que nous on fait l'indépendance, là, ben ta réunification familiale, elle va pas prendre 2 fois plus de temps. Ça donne une prévisibilité au calcul que les gens font sur leur processus de citoyenneté qui dure des années. C'est comme ça qu'on... Puis tu sais, une autre affaire que le gouvernement indépendantiste devrait faire, là, non seulement de dire, regarde, nous, là, genre, statu quo, légère hausse, on veut que vous soyez rassurés, là, on va pas tout à coup fermer les frontières, vous allez comme être séparés de vos enfants pour toute votre vie, OK? Ça n'arrivera pas. On veut que vous ayez de la prévisibilité. Puis on pourrait même dire, par exemple, tous les gens qui sont en processus d'acquisition du certificat de sélection du Québec en ce moment, là, au jour 1 de l'indépendance, peu importe vous êtes où dans votre processus, là, citoyen québécois, full pin, d'un coup. Ça, là, c'est un esti de bon argument. Ça montre que t'es pas hostile. Ça défait tous les arguments de ceux qui veulent dire qu'on est comme raciste, xénophobe, machin, là, parce qu'il y a cette image de nous-là à l'extérieur du Québec, là, surtout au Canada. Les Américains sont pas trop là-dedans. Puis crime, c'est le fun, là. Les gens, c'est comme si... Crime, c'est un incitatif à voter oui, là. Ciboulot, parce que c'est pas facile, là, surtout si on a un gouvernement conservateur à Ottawa qui, lui, va fermer les valves sur l'immigration. Ce serait l'affaire la plus stratégique au monde. On sera tous citoyennes, fondateurs d'un nouveau pays. Exactement. Ouais, c'est très Puis, emballant. puis s'ils ont déjà leur citoyenneté canadienne, il faut être clair, vous la perdez pas, là. Tu sais, nous autres, qui sommes-nous pour... on ne vous enlèvera pas une citoyenneté comme on vous enlève pas, des fois, vous avez une citoyenneté comme de l'Italie, tu la gardes, là, on n'a pas de décision là-dessus. Puis après ça, ben, si l'Italie accepte que ton enfant est ici, citoyen italien, tant mieux pour toi. Mais là, ça accepte plus ça. Là. Moi, je l'ai pas. Si on J'aurais pu revient, l'avoir. si on revient aux arguments fédéralistes, Ouais. parce qu'on est surtout ici pour parler d'indépendance, Ouais. est-ce qu'il y a des bons arguments fédéralistes, selon toi? C'est une bonne question. Quand tu écoutes Denis Coderre, là, Non. est-ce qu'il te Pablo convainc un Rodriguez? peu? Non. Pablo Rodriguez? Non. Charles Milliard? Y a-tu un bon argument fédéraliste? Honnêtement, non, mais là, ça a l'air full... Ouais, ben, moi, j'ai eu une discussion intéressante sur les droits des communautés autochtones qui me disait que, une personne que je connais qui me disait que l'indépendance du Québec, en fait, je veux dire, si on jette la loi sur les Indiens, même si c'est méga problématique cette affaire-là, ça reste que il y a un statut juridique. Si tu crées un vide juridique parce que avec l'indépendance du Québec, on scrape la loi sur les Indiens, ben il y a un vide juridique pour les... Puis on n'a pas les traités numérotés, on n'a pas eu ça au Québec. Fait que, à cet argument-là, Ouais. qu'est-ce qu'on répond comme de dire que ça créerait peut-être une insécurité parce qu'il y aura un vide juridique. Puis selon mes amis juristes, un vide juridique, c'est difficile à combler justement quand il y en a. C'était peur. Je le savais qu'il était fédéraliste. Non, c'est vraiment pas ça, là. Démasqué. C'est une question piège pour savoir s'il y en avait un dans la pièce. Exact. Mais
Ouais, c'est ça. Ben, Moi, ça va être intéressant, en tout cas. Oui. Je pense que la clé, c'est que il faut que les nations autochtones du Québec soient impliquées dans le processus. Puis, il faudrait qu'ils soient impliqués même dans l'élaboration du mode d'accès à l'indépendance qui va être pris. Si la rédaction d'une constitution, il faut qu'eux la trouvent légitime à la fin. Il faut qu'ils y aient participé, non pas de la façon dont nous, on décide qu'ils devraient y participer, mais la façon dont eux décident qu'ils devraient y participer. Alors, c'est une opération diplomatique extrêmement délicate, puis qui doit être faite de bonne foi le plus tôt possible, bien avant la campagne, parce que, tu sais, il faudrait comme... Ben, tu sais, mettons, Manon Massé là, a fait ça depuis des années, là, faire le tour de pas de toutes les communautés, puisqu'il y a beaucoup de communautés, de toutes les nations autochtones au Québec, puis elle leur parle d'Assemblée constituante puis d'indépendance, mais entre autres, elle fait comme... Vous, c'est quoi vos enjeux? Je vais les porter. Puis en même temps, moi, je vais vous parler d'une affaire. Imaginez si on rédigeait une nouvelle constitution ensemble, tu sais, comment vous verriez ça? Évidemment, il y en a beaucoup qui sont braqués, mais il y en a, le fait d'entendre ça, tu sais, il n'y a pas de débraquage qui se défait pas, là, au monde, là. Fait que bon. Et l'idée, c'est de les amener là-dedans, puis d'offrir aussi déjà des garanties, tu sais. Il y en a probablement qui vont dire, on veut bien participer au processus de la nouvelle constitution du nouveau pays, mais il faut qu'on ait des garanties au départ. C'est que, mettons, tous nos droits ancestraux sont comme pas remis en question, ils sont comme assurés, tu sais, garantis. Probablement qu'ils vont dire ça. Probablement qu'ils vont dire telle autre affaire, on veut des garanties, puis là, il va falloir que le gouvernement en place, qui fait le processus constituant, dire prenez ces garanties-là, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Puis, tu sais, après ça, là, ben, c'est sûr que la question de l'insécurité liée à l'évanouissement de l'application de la loi sur les Indiens va disparaître. Il y a une autre affaire aussi. Là. Daniel Turp a fait une conférence il y a pas très longtemps, là, disons plus de 6 mois, moins de 3 ans. Je me souviens pas exactement quand, je l'ai vu en ligne. Puis c'était sur, tu sais, il imaginait, est-ce que les souverainistes québécois pourraient proposer, par exemple, aux nations autochtones, deux choix en cas de processus indépendantiste, c'est-à-dire rejoindre le nouveau pays du Québec, OK? Ou encore le statu quo constitutionnel, c'est-à-dire pas vous devenez une parcelle du Canada là où vous êtes, mais comme le Canada continue de s'occuper de ce dont il s'occupe, le Québec continue de s'occuper de ce dont il s'occupe, c'est juste le statu quo. Pour vous, ça, si vous voulez, ça pourrait ne rien changer sur votre territoire. Tu sais, ça pourrait être une option qui ferait en sorte que... qui pourrait permettre... Parce que, tu sais, c'est difficile de se mettre dans une situation où est-ce que tu dis, pour que ça marche, il faut que les 11 nations soient d'accord. Parce que les 11 nations, des fois, ils sont pas d'accord sur bien des affaires, dont leur propre territoire entre eux autres, tu sais. Fait que là, faire dépendre ça d'une unanimité, ça peut être périlleux. Mais si tu dis, garde, soit tu peux rejoindre, mais tu as aussi le choix du statu quo, tu sais, c'est comme un peu... Ça m'apparaît pas colonial comme attitude, là, mais il faudrait voir, tu sais, c'est comme... Fait que c'est ça. Puis, il faudrait voir. C'est une hypothèse exploratoire qui commence à être réfléchie dans les hautes sphères intellectuelles du mouvement indépendantiste. C'est très intéressant. Ben, vous l'inviterez Daniel Turp pour parler de ça. oui. Absolument. Je vais l'écouter cet épisode-là, c'est sûr. Juste celui-là? Je vais toutes les écouter. Là. Parfait. J'ai pas tout ce temps-là, mais c'est sûr que des fois, je vois des bouts passer sur... il me disait, c'est sûr, j'en écoute plein de bouts. Bon, on est content. Ouais. Je vous invite à faire la même chose, mais en fait... Ils savent déjà. Ils savent déjà, ils sont en écouter. OK, bon. Mais parlons justement du prochain référendum. Toi, Ouais. quel rôle que tu aimerais jouer dans le prochain référendum, s'il y en a un? Parce que là, actuellement, ce qu'on voit, c'est que le Parti québécois est en tête des intentions de vote, très largement, là, même d'ailleurs. Terrain majoritaire. S'engage à tenir un référendum, premier mandat. Toi, quel rôle que tu aimerais jouer là-dedans? Mon rôle préféré, c'est que la conjoncture change un petit peu, que Québec solidaire prenne le pouvoir et d'être impliqué dans le ministère de l'accession à l'indépendance et la souveraineté des peuples du Québec. OK. Ça, c'est comme une refonte du ministère sur les relations intergouvernementales. OK. Puis si la conjoncture ne change pas, à ce moment-là, quel rôle? Parce que tu es un indépendantiste Ben convaincu, convaincant, Ouais. tu as un rôle à jouer. Ben, le meilleur rôle, un rôle de rassembleur de gens qui, tu sais, comme un rôle qui incite à mettre un petit peu de l'eau dans son vin puis à travailler ensemble. Est-ce que tu trouves que les indépendantistes ne le font pas assez, justement, ça? Des fois.
Ouais. Ça dépend à qui, là. Je vais pas toutes les mettre dans le même panier. Non, on veut pas les nommer. Mais tu sais, ben, ça va être nécessaire, là, tu sais. Mais mettons, une des choses qu'on pourrait, tu sais, parce que, mettons, la capacité de travailler ensemble, là, ça se développe sur le long terme, là. Tu peux pas faire ça en 2 semaines à un moment donné, là. Puis une chose qu'on pourrait déjà faire, tous les indépendantistes, par exemple, mettons ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, là, tu sais, ça serait d'essayer, tu sais, identifier les sujets qui clivent et divisent le mouvement indépendantiste, là. Puis genre, comme, mettre ça de côté. Tu sais, comme juste, prendre notre garde légale avec ça. Mais si on passe à un scénario, parce que tu dis qu'il y a des alliances, ça se fait pas en 2 semaines, mais si advenant que le PQ forme un gouvernement minoritaire, mais qu'ajouté à vos députés que vous obtiendrez dans le scénario que j'imagine en ce moment, ça devienne, vous pourriez former une coalition majoritaire. Mm. Puis que le PQ vous invite pour le référendum qu'ils souhaitent tenir, à collaborer avec eux pour former un gouvernement au moins de coalition. Mhm. Est-ce que vous accepteriez? Hey, là, Oui c'est ou non? beaucoup, Oui ou non? c'est très hypothétique, mais moi, je veux toujours accepter ce qui va servir le mouvement indépendantiste, puis sa réussite. Ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est bien délicat. Qu'est-ce que ça veut dire dans telle perspective, tu sais, puis pour moi, comme ce serait irrespectueux des instances démocratiques auxquelles je participe, de commencer à dire à l'avance quelle serait notre décision à ce moment-là, tu sais. Mais moi, je peux dire comme ce que je pense qui se passerait, mais puis ce que moi, je voudrais faire, là. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, c'est toujours... tu sais, il faut que ça marche, hein. Moi, je veux dire, si ça... C'est parce que le prochain référendum, là, ce sera pas le dernier, mais c'est parce que la tendance, c'est que plus ça va, plus le temps entre les référendums s'étire. Fait que moi, je veux pas être genre mort si jamais, parce que le prochain référendum, moi, je pense qu'il va être gagnant. Mais tu sais, mettons qu'il n'était pas gagnant, puis que là, c'est comme, faut léguer ça à une autre génération, c'est tannant, là. Moi, je veux pas être le bonhomme, là, qui parle du temps passé, puis qui je sais pas trop, là. On aimerait bien ça que le Québec devienne un pays. Tant qu'on est jeune, puis que Génération Oui, ça tient avec le bon nom. Ben oui, ouais. c'est ça, là, parce que là, tu sais, à un moment donné, c'est comme, on a l'impression de se répéter. Après ça, on va se trouver un autre combat, mais tu sais, il en manquera pas, là. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à mettre de l'eau dans son vin, puis Ouais. de nommer nos différences clairement, puis de dire, OK, là-dessus on est d'accord, là-dessus on n'est pas d'accord, parce qu'on a l'impression, quand on écoute un peu les débats entre le PQ et le QS, c'est pas mal l'immigration, puis on l'a vu tantôt là, dans notre discussion, c'est pas mal l'immigration qui fait... matière à débat, la laïcité aussi, mais à part de ça, sur l'environnement, sur les autres enjeux, sur l'indépendance, le mode de scrutin, on vous sent quand même assez d'accord. Fait que je pense que ce serait gagnant aussi, surtout dans un contexte que l'un des deux partis prendrait le pouvoir, de peut-être éviter ces questions-là, mais est-ce que c'est vraiment possible d'éviter ces questions-là qui sont quand même fondamentales? Mais juste, puis je reviendrai là, sur la question de la laïcité, tu sais. La laïcité ne nous oppose pas, c'est vraiment l'interdiction des signes religieux. Puis moi, je trouve ça important de pas confondre les deux parce que c'est pas pareil. Tu sais, pour nous, dans le fond, là, notre engagement envers la laïcité, là, il est très fort, là. Tu sais, on est pour la laïcité à 100%. Puis on fait des propositions que depuis des années que la CAQ même refuse en disant arrêtez de subventionner les écoles religieuses, par exemple. Tu sais, ça, c'est comme important, là, c'est la base. Arrêtez de donner des crédits, pas des crédits d'impôt, là, mais des mesures fiscales avantageuses aux organisations religieuses, par exemple. Tu sais. Là, évidemment, il y a Les des écoles impacts que ça privées créerait aussi. qui feraient compenser là, d'un point de vue de certains services tu sais, communautaires qui sont donnés, mais il y a comme des choses qu'il faudrait faire, puis où on va pas assez loin. L'enjeu, tu sais, des signes religieux, c'est que ce qui est en jeu là-dedans, c'est la liberté de conscience. Puis avant de limiter, parce qu'on peut limiter, là, il n'y a aucune liberté qui est comme infinie, même la liberté d'expression, elle est limitée par la loi, puis tu sais, tu peux pas dire des affaires qui vont en rester du monde, à en tuer d'autres, là. Bon, c'est limité, c'est normal, tout droit, mais quand tu limites, il faut qu'il y ait une maudite bonne raison. Quand tu limites la liberté de conscience, puis les impacts allégués qu'a, par exemple, le port du hijab par une enseignante ou une éventuelle policière sur la laïcité, ils sont pas avérés. Tu sais, ça, c'est notre position. C'est que ça compromet pas la laïcité, ça endoctrine pas les enfants, ça leur fait pas donner un moins bon service, ça fait pas que les gens ont peur d'aller vers eux. Ce qui fait que les gens auraient peur d'aller vers une femme qui a le hijab, c'est pas le fait qu'elle porte un hijab, tu sais, c'est peut-être des préjugés qu'ils ont contre elle. Tu sais. Alors,
Alors, c'est ça, tu sais, il faut, je pense que c'est des visions différentes, mais c'est ça. Si on. Puis, tu sais, moi, je pense que chacun peut garder sa position, là. Mais l'idée, c'est que sur quoi on va faire campagne, tu sais, la prochaine campagne. Puis ça va être déterminant. Si on décide de faire des campagnes sur des trucs clivants dans le mouvement indépendantiste, estimant qu'on n'a pas besoin de tout le monde de toute façon, puis qu'avec ça, on va ramasser assez de monde pour gagner 37%, puis avoir un gouvernement majoritaire parce qu'il y a 5 partis, puis il y a une division du vote importante du côté fédéraliste, etc., bien là, on va peut-être compromettre notre possibilité d'aller chercher 50% plus 1 quand on va être rendu à faire un camp du oui. Fait que moi, ça, c'est ma grosse préoccupation, puis c'est des choses auxquelles on doit réfléchir dès maintenant, tu sais. Parlons un peu de Québec solidaire, mais aussi d'Option nationale, parce que tu as été chef d'Option nationale. Yes! Comment as-tu rejoint Option nationale à la base? J'étais prof de cégep, j'avais 29 ans, ou 28. Puis là, à un moment donné, avec mes potes profs de cégep, je me suis dit, hey, tu sais, là, on est comme, tu sais, on est dans les fins de session, des corrections, puis tu sais, on est absorbé par le travail, puis on veut faire l'indépendance, mais on fait rien. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, cette année pour l'indépendance? Puis on s'est dit, on pourrait faire une semaine de conférences puis d'activités sur la question constitutionnelle, mais tu sais, neutre, là, avec des pour, des contre, etc. Puis là, on a fait ça. Finalement, notre semaine est devenue comme un 3 jours dans lequel il y avait un documentaire, après ça, un débat, puis un documentaire, mais c'était quand même un début. Puis, dans le débat, j'ai invité à l'époque Jean-Martin Hossan, qui venait de fonder Option nationale, à débattre. Puis là, j'ai cherché de trouver un fédéraliste qui était prêt à venir débattre. Là. Puis là, personne ne voulait, tu sais, comme... Fait que là, finalement, tu sais, arrive... Puis là, je pouvais pas juste y faire une conférence souverainiste parce que, bon, il fallait montrer les deux côtés de la médaille. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le débatteur fédéraliste en rassemblant plein d'arguments, genre de André Pratt puis tout ça. Puis j'ai comme fait un gros pitch fédéraliste, tu sais, très... pas du tout caricatural, là. Je l'ai fait avec bonne volonté, puis tu sais, en laissant pas paraître c'était quoi mon opinion, mais en faisant ça. Puis il y a eu un débat finalement. Puis après ça, tu sais, Jean-Martin, il m'a dit... Toi, là, t'es pas fédéraliste pour vrai, genre. Puis là, j'ai fait comme, non, tu sais. Puis là, finalement, on a échangé. Puis à un moment donné, il m'a dit, hey, tu voudrais-tu être comme candidat aux prochaines élections? Je dis, ouais, tu sais, je vais faire ça. Puis là, ben, ça a déboulé. Un an et demi après, j'étais rendu chef d'Option nationale. Puis dans quel contexte, justement, t'es devenu, parce que ça s'est fait vite, justement? Jean-Martin a quitté la chefferie. Il a quitté. Puis là, il y a beaucoup de monde qui ont comme abandonné. On fait, c'est sûr que sans Jean-Martin, c'est fini. Il y a du monde qui sont restés, non, il faut que ça existe. Puis on a eu raison de persévérer Option nationale parce que, rappelons-nous à l'époque, là, mettons qu'on se replace en 2013, tu sais, ben, le PQ, à ce moment-là, disait, si vous nous élisez, on va faire un référendum au moment jugé opportun par le gouvernement. C'était une position qui était comme très incertaine, tu sais, c'était comme, votez pour nous, puis c'est pas sûr qu'on va faire l'indépendance. Puis ça, c'était comme, évidemment, que quand ta position, c'est ça, c'est dur d'être convaincant. Parce que t'as l'air, même toi, pas sûr que ça se peut. Puis t'as l'air de pas vouloir miser là-dessus. Puis t'as l'air de concéder aux gens que c'était peurant, tu sais. T'as l'air de faire ça pour pas faire peur aux gens. Fait que c'est comme si tu concédais que c'était peurant. On était dans un gros cul-de-sac, là, tu sais. Puis, Québec solidaire, eux autres, ils disaient, avant la fusion avec ON, ils disaient, on va faire un référendum sur une constitution du Québec élaborée par une assemblée constituante. Mais là où nous autres, on trouvait qu'il y avait un bug parce qu'on était des geeks d'accès à l'indépendance puis de détails, d'affaires de même, mais c'est comme si... dans le fond, nous autres, on disait, ouais, mais là, la Constitution, c'est une Constitution de province ou de pays. Puis il dit, les gens de la Constituante vont décider. Mais, tu sais, on va comme faire vraiment beaucoup de pédagogie indépendantiste, puis on va les convaincre de prendre par eux-mêmes ce mandat-là, puis de faire ça. Puis, tu sais, nous autres, on disait, ouais, mais tu sais, c'est mettre une incertitude là où il n'y a pas nécessairement besoin d'en avoir une. Fait que c'était ça la différence entre Option nationale puis Québec solidaire d'un point de vue de l'accès à l'indépendance. Puis là, à un moment donné, nous autres, à Option nationale aussi, tu sais, mais tu sais, on a mené ces débats-là, puis on était de ceux qui n'étaient pas les seuls. Il y avait les Robert Laplante, puis Denis Monnière était à Option nationale, puis plein de monde du mouvement, comme à l'époque, qui était appelé les purs et durs. Là. Bon, ben, il était comme... il plaidait
à cette époque-là, vraiment à contre-courant dans le mouvement pour dire il faut prendre un engagement ferme de réaliser l'indépendance d'un premier mandat. Et cette idée-là, elle a fait du chemin. Puis nous autres, à Option nationale, dans le fond, on avait dans nos statuts, tu sais, on voulait pas se faire accuser de diviser le vote. Fait qu'on disait, il y avait dans nos statuts quelque chose qui disait, dans le fond, si un autre parti adopte un mode d'accès à l'indépendance aussi comme ferme que le nôtre, là, tu sais, en laissant un peu de l'interprétation là-dedans, là, mais ben, on va être ouvert à collaborer, voire fusionner avec. Puis moi, tu sais, comme chef d'ON, j'ai eu des rencontres, tu sais, informelles tous les ans. Avec chaque fois qu'il y avait une course à la chefferie du PQ, moi, je rencontrais tous les candidats, sauf il y en a qui n'ont pas voulu me rencontrer, mais la plupart, tu sais, puis là, je leur disais, bon, c'est quoi ton plan? Tu t'en vas-tu prendre un engagement ferme pour l'indépendance? Ah, tu sais, c'est difficile, le monde a peur, nanana. Je dis, ah bon, OK, bon, tant pis. Puis à Québec solidaire aussi, on avait des discussions, tu sais, informellement. Tu sais, ça, vous, genre, comme juste, genre, cette affaire-là, tu sais. Puis à un moment donné, Québec solidaire, ils ont dit, ouais, on va faire ça. Fait que là, j'ai fait, ah ouais, OK, ben, coudonc. Ben, on va discuter, on va jaser. Puis ça a amené à un processus qui a amené à la fusion des deux partis en 2017. Fait que dans le fond, Québec solidaire a aujourd'hui essentiellement le programme d'accès à l'indépendance que promouvait Option nationale à l'époque. C'est-à-dire que vous votez pour nous, on va faire un processus d'assemblée constituante qui a le mandat clair de faire une constitution de pays. Puis ça va être soumis à un référendum à l'intérieur d'un premier mandat. Aujourd'hui, est-ce que tu trouves que Québec solidaire fait autant la promotion de l'indépendance que le faisait, par exemple, Option nationale à l'époque quand c'était un parti politique? Ben, tu sais, à l'époque, à ON, on n'avait tellement pas de visibilité médiatique, puis tu sais, on n'était pas au Parlement non plus. Personne ne s'attendait à ce qu'on parle d'éducation puis de santé, fait qu'on faisait juste parler d'indépendance, tu sais. Mais mettons, on aurait grossi, on serait rentré au Parlement, on n'aurait pas eu le choix de commencer à parler d'éducation, d'environnement un peu plus. Tu sais, je veux dire, ça vient avec la grosseur du parti que de diversifier tes sujets. Fait que, toute proportion gardée, tu sais, c'est pas la même affaire, un petit parti, pas de députés, puis un parti représenté avec 12 députés. Mais moi, je trouve qu'on fait vraiment beaucoup la promotion de l'indépendance, puis particulièrement depuis que Ruba est porte-parole. Tu sais, je veux dire, juste aujourd'hui ou hier, ouais, aujourd'hui, elle a fait une sortie indépendantiste. Étienne Grandmont aussi, en commentant le transport à Québec, a fait une sortie indépendantiste. Tu sais, on a publié dans la dernière législature un livre, Ce qui nous lie, qui est le caucus de solidaire de la dernière législature. On était 10, là, plus 2 alliés autochtones. On a fait un livre ensemble d'argumentaires indépendantistes. Tu sais, c'est du jamais vu là, qu'un caucus de parti au complet écrive un livre de promotion. Fait que, ouais, tu sais, je trouve qu'on... Puis on distribue des livres qui fait dire oui, tout ça. Moi, je continue à faire des conférences aussi. Je suis rendu à ma 86e conférence. D'ailleurs, je lance un appel. Si vous voulez que j'aille faire une conférence en indépendance comme dans votre milieu, là, que ce soit un cégep, université, un café, il faut juste qu'il vous arrange et qu'il y ait du monde, là, je vais y aller. Fait que écrivez-moi, trouvez mon adresse sur Internet, là, mon adresse de bureau de député, puis je vais y aller. Parce qu'on avait reçu Ruba dans notre premier épisode de saison 2, puis on lui avait demandé est-ce que vous pensez que vous avez pas assez parlé d'indépendance pendant la campagne de 2022, puis elle nous avait dit que oui, qu'ils n'en avaient pas assez parlé, Ouais. puis que c'est quelque chose que ils auraient dû mieux faire, puis qu'ils veulent mieux faire. Je suis d'accord avec Ruba. Est-ce que depuis, avec Ouais. toutes les l'avancement qu'il y a eu, puis Ouais. le renouveau Québec, est-ce que selon toi, puis pour la prochaine élection, Ouais. vous allez vraiment... Ben, c'est ça le projet, tu sais. Ruba, quand s'est présentée comme porte-parole, les 2 campagnes qu'elle a faites, finalement, il y en a eu 2 à cause de la démission d'Émilise, là, mais dans les 2 campagnes, tu sais, elle a dit, elle avait 3 priorités, puis la première, c'était comme remettre de l'avant l'indépendance du Québec, tu sais. Fait que moi, c'est pour ça que je l'ai appuyée à 2 reprises, puis je pense que c'est pour ça qu'elle a gagné aussi, là, tu sais. Dans la première course, elle a perdu par 3 votes. Ouais, c'est dur. Puis il y avait un gros narratif important dans le parti. Tu sais, Émilie, c'était un excellent choix aussi, qui avait un discours indépendantiste super intéressant aussi, là, vraiment axé sur la décentralisation, puis les régions, puis le développement régional. Mais il y avait aussi un gros narratif dans le parti, comme il fallait absolument pas avoir quelqu'un de Montréal. C'est aussi ça. Mais moi, ce qu'a montré cette course-là, c'est vraiment que les membres de Québec solidaire avaient un appétit pour qu'on remette l'indépendance de l'avant. Puis c'est ça que Ruba est en train de faire. Là. Puis moi, je suis content.
Puis dans 1 an et demi, c'est l'élection. Fait que, yes! J'entends souvent, puis je lis souvent, moi je pense que Québec solidaire est un parti indépendantiste, t'en es la preuve, Ruba c'est la preuve, puis il y en a plein d'autres des gens au sein de Québec solidaire, Option nationale est encore là, vous en parlez quand même de l'indépendance. Mais il y a des gens qui disent que Québec solidaire n'est pas un parti indépendantiste. Ouais. Puis souvent ils vont dire, regardez les sondages, leurs électeurs sont à moitié indépendantistes, à moitié fédéralistes. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ben, d'abord, je suis content que tu aies dit les électeurs, parce que des fois, il y a dit les membres, puis ça, c'est comme tellement mal à l'aise, j'ai envie de flipper la table, là. Je suis comme tanné de l'entendre, je suis comme, genre, mon Dieu. Mais oui, ben, il y a deux choses. D'une part, je sais pas comment je me l'explique. Tu sais, on a une position indépendantiste super ferme. J'ai l'impression que ce que ça veut dire, c'est qu'on ratisse au-delà du mouvement indépendantiste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement fédéralistes. Là, tu sais, ils voteraient peut-être non au référendum parce qu'ils n'ont pas été initiés politiquement à cet enjeu-là, puis ils savent pas trop pourquoi, mais ils sont attirés par nous pour d'autres valeurs écologistes, féministes, de gauche en général. Fait qu'ils sont comme, c'est le meilleur choix, puis là, ils votent pour nous. Moi, quand je vois ça, le réflexe, c'est que je me dis, ben il faut que ces gens-là qui vont jusqu'à voter pour nous, il faut qu'on les amène dans le mouvement indépendantiste, il faut trouver la façon de les rejoindre, puis tout ça. Moi, c'est le réflexe que j'ai par rapport à ça, puis c'est le réflexe de l'organisation aussi, parce qu'on sait tout bien que si tu... Tu sais, je pense qu'on peut avoir une influence sur notre électorat, c'est très difficile. Là, on n'a pas tout leur numéro de téléphone là, pour les appeler, mais les inviter à des conférences. Mais tu sais, c'est que ces gens-là, si on arrive au camp du oui, ben, il ne faut pas qu'ils nous lâchent. Il faut qu'on les amène avec nous. Puis ils font probablement partie, ces gens-là, qui votent pour nous, mais qui ne sont pas encore souverainistes, des gens qui vont être le plus facile à convaincre puis à virer, à convertir à l'indépendantisme pendant une campagne. Donc c'est ça. Fait que moi, je le vois comme, ben ça montre qu'on est capable d'aller au-delà. Maintenant, ça nous montre qu'on a le défi de les amener à l'intérieur du camp du oui. Oui. Puis comment vous allez... Est-ce que Nouveau-Québec, tout ça, c'est une façon justement de les rejoindre? Oui, hey, je n'ai même pas parlé de Nouveau-Québec. Ouais, c'est comme la campagne de Ruba, tout ça. Puis elle a fait plein de conférences, là, mais là, je suis comme... J'ai fait comme, allez, une compétition, tu vas me dépasser. Mais tu sais, je suis rendu à 86, là, j'en fais depuis 2016. Fait que là, c'est sûr que là, je suis comme une avance. Là, tu sais, Ruba est peut-être rendu à, je sais pas, là, entre 10 et 20. Là. Fait que, mais oui, c'est une façon d'aller voir nos électeurs, tu sais, principalement les jeunes, parce que les jeunes, mettons, il y en a beaucoup que. Ben, en fait, c'est même plus tant les jeunes, là, tu sais, mettons, c'est les 47 ans et moins, je pense, qui n'avaient pas 18 ans en 95 puis qui ont donc pas voté. Mais tu sais, c'est sûr que, mettons, en 95, tu avais 15 ans, tu as entendu un peu des arguments, tu as un souvenir. Mais il y a beaucoup de monde au Québec qui n'ont juste jamais été exposés à une vraie campagne. Tu sais. Puis là, nous autres, ici, on fait comme campagne pour l'indépendance en ce moment, mais on n'a pas le même rayonnement que si c'était ça le sujet de tous les médias pendant des mois. Fait que c'est vraiment un enjeu de politisation. Tu sais, moi, quand je vais dans des lieux pour faire des campagnes sur des conférences sur l'indépendance, il n'y a pas personne qui arrive en disant le Canada, c'est important, tu sais, qui sont des grands défenseurs, sont juste comme ils n'ont jamais entendu parler. C'est full facile, tu sais, c'est full facile là, à donner le goût, à faire voir la pertinence, puis à éveiller le désir de ça. Si je me fais, encore une fois, l'avocat du diable, je suis malin ce soir, mais il y a des gens qui disent que Québec solidaire met des conditions à l'indépendance. Ouais. Notamment quand, si vous parlez, tu le disais, un Québec souverain qui va être écologique, féministe, etc. Il y a des gens qui voient ça comme des conditions. Ouais. C'est une caricature, je pense, de nos adversaires. C'est pas ça notre discours. Ce qu'on dit, dans le fond, puis pourquoi c'est interprété comme ça, c'est que nous, on veut l'indépendance jusqu'au bout. Tu sais, on veut la souveraineté de l'État, on veut la souveraineté du peuple. Tu sais, on veut que ce ne soit pas juste un État souverain, mais un État souverain dans lequel les peuples ont une souveraineté, ont un pouvoir sur ce qui se passe, qu'il y ait des éléments, qu'on ne soit pas en démocratie directe, mais qu'il y ait des éléments de démocratie participative, puis une démocratie représentative beaucoup plus démocratique. Tu sais, la démocratie, c'est toujours un peu des degrés, là. T'sais, la démocratie pure a probablement jamais existé nulle part, sauf dans la tête de quelqu'un, peut-être. Mais comment on peut amener ça le plus loin possible? Décentralisation, pouvoir aux régions. C'est un souverainisme jusqu'au bout, plutôt que conditionnel. Puis quand on dit, ben, on va être un Québec libre et vert et juste et féministe, c'est pas dans l'idée de dire, si jamais c'est pas féministe, on va voter non. C'est vraiment pas ça. C'est de dire,
c'est de dire on veut ça, puis voici le projet qu'on veut faire avec. Parce qu'on se fait souvent demander, quand on milite pour l'indépendance, ouais, mais tu veux la liberté, mais pourquoi faire? T'sais? Puis là, la réponse de Falardeau est brutale un peu à ça. Là, j'aime bien Falardeau, mais là, il dit comme ça, c'est une pensée de screw, donne-moi la clé. Puis genre, ferme ta gueule, tu sais. C'est comme, OK, mais c'est pas très électoral, comme, je veux dire, c'est comme pas de même que tu convaincs quelqu'un. Je comprends, tu sais, ben, la liberté, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ben, on peut faire des affaires intéressantes. Puis le monde, quand ils vont voir tout ce que rend possible la souveraineté, c'est une façon de les convaincre aussi. Donc, quand on ajoute, on va être un Québec libre et que là, on le définit avec nos valeurs de gauche, c'est une façon pour nous d'amener du monde de gauche vers l'indépendance en leur montrant la pertinence de ça. C'est pas pour exclure personne. Puis c'est que nous, si on est élu au gouvernement, là, on fait l'indépendance, mais on va aussi faire la transition écologique, mettre des mesures féministes, réduire les inégalités de richesse, lutter contre la pauvreté, investir en culture, faire plein d'affaires. On va faire ces choses-là. Alors, c'est un peu ça. Mais, c'est comme... c'est ça. C'est facile de dire, quand il y a une compétition à l'intérieur du mouvement, de dire, de caricaturer finalement, de déformer un peu la position, de dire, ils sont pas vraiment, ils sont conditionnels parce que... Mais, le discours de dire, l'indépendance, c'est ni à gauche, ni à droite, tu pars en avant, Bon, M. Landry, ben, je comprends, là, ça, c'est comme une façon de se rassembler. C'est comme ça que les indépendantistes se sont rassemblés au PQ, OK? Mais là, ça a atteint ses limites, je pense. Faut trouver d'autres façons de se rassembler que de dire mets de l'eau dans ton... Tu sais, tantôt, j'ai parlé de mettre de l'eau dans son vin. Là. Mettre de l'eau dans son vin, pour moi, ça veut pas dire abandonne tes positions et des valeurs, genre, puis comme deviens beige, mettons. Tu sais, non, c'est comme assumons nos affaires, mais soyons capables de travailler ensemble sur ce qu'on a de commun. Tu sais, pour moi, ça veut dire ça. Puis je pense que... il faut qu'on accepte qu'on va... Il y a des gens qui pourront embarquer dans le mouvement indépendantiste, ils vont avoir besoin qu'on définisse un peu quel genre de projet de gouvernance on a. Mais est-ce que ça exclut des gens, par exemple, à droite, qui se disent, ben nous, l'approche de Québec solidaire, on la veut pas, puis c'est justement ce qu'on veut pas au Canada, Ouais. puis si c'est au Québec, on veut pas ça. Ben là, c'est fort que ces gens-là, ils fassent des choix, là. Tu sais, si ce qui est mieux, c'est comme interdire le hijab, puis qu'ils veulent plus interdire le hijab que dans un pays libre, ben écoute, ils feront leur choix, puis c'est bien leur droit, tu sais. On est... T'sais. Fait que là, aussi, il y a du monde que c'est comme ils veulent réduire l'immigration de moitié, puis que ça, c'est plus important que de fonder un pays. Ben, coudonc, ils méditeront, puis ils feront leur philosophie, puis ils feront leur choix, puis moi, je vais respecter ça. Mais je pensais plus à des gens qui sont pas nécessairement souverainistes, qui sont pas nécessairement fédéralistes, plus la droite de Québec, disons, Ouais. qui le disent ouvertement, on peut être convaincu, mais qui Ouais. n'aiment pas du tout Québec solidaire, Ouais. puis qui tapent souvent sur Ouais. Québec solidaire, puis que moi, je me dis, comment qu'on va faire d'avoir un camp du oui avec... Il va y avoir le PQ-QS, certainement, je le pense, mais il va falloir aussi des gens de droite économique qui veulent pas nécessairement un Québec écologique. Mais il va falloir que tout le monde, les indépendantistes de tout le spectre, moi, je pense que l'indépendantiste médian est plus de centre-gauche. Il y en a des de droite. Là. Il y a Mathieu Bock-Côté, puis Joseph Facal, puis il y en a d'autres. Mais le médian, là, il est plus centre-gauche, mettons, ou de gauche. Puis, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ah oui, c'est ça, c'est que il va falloir que tout le monde là-dedans dise, garde, on s'entend pas sur tout, on aura les débats, mais on est capable de travailler ensemble sur ce qu'on a de commun. Ce qui veut pas dire qu'on épouse le projet complet de l'autre. Là, ça... Trouver un projet central que tout le monde va épouser, là, je pense qu'à l'ère où on est rendu, ça marchera pas. Tu sais, juste, je sais pas si vous avez lu Les ingénieurs du chaos là, de Giuliano da Empoli, là, c'est un Italien, puis il parle un peu de comment Trump, Bolsonaro, Marine Le Pen, comment il y a plein de leaders de droite qui sont montés au pouvoir, tout ça, en étant pourtant comme... vraiment en étant à contre-courant des médias. Là. Les médias, les lynchaient quasiment, puis ils ont comme réussi à gagner pareil. Ils étudient ce phénomène-là. Puis il y a beaucoup de monde qui sont en train de dire les partis, mettons, progressistes modérés en ce moment sont comme plus sur la patinoire où se jouent les élections. T'sais. Fait que moi, ça me fait beaucoup réagir. Là, puis je me dis, il faut qu'on prenne acte de ce qui est en train de se passer. T'sais. On peut pas faire une campagne. La prochaine campagne ne pourra pas ressembler à celle de 95. Elle ne pourra pas ressembler à des campagnes qu'on faisait dans les années 2000. Il faut qu'on soit comme dans les années 20,
puis qu'on regarde qu'est-ce qui s'est fait ailleurs dans le monde, dans des contextes qui ressemblent aux nôtres et qui sont différents, mais qu'on ait cette pensée-là. Là. Ouais. Très intéressant. On te remercie. On va conclure l'épisode parce que, veux pas, ça va bientôt faire 1h30. Mon Dieu! Ouais, je te l'avais dit que ça passerait vite. Ben ouais. On passerait à la partie ça ou ça. Donc, Ouais. je te donne des choix rapides. Je pense que tu la connais un peu, cette partie-là. Ça fait jaser par l'occasion. Oui. Donc, on commencerait comme ça. Lève-tôt ou lève-tard? Lève-tôt, maudite marde, contre mon gré. Pierre Bourgault ou Jacques Parizeau? Trop tough. Pas de choix? Colin. Ça dépend pour faire quoi. Les gens. Mais, non, mais j'aime beaucoup les deux, mais tu sais, ils sont comme. C'est parce qu'un sans l'autre, ça marche pas aussi bien. Ils sont comme complémentaires, tu sais. C'est comme juste une chaussette au lieu d'une paire de chaussettes. Ça marche pas. Bloc québécois ou NPD? Je dirais bloc avec des positions inclusives sur la laïcité puis l'immigration. Discours, disons, plus serein et équilibré, mettons. Retour des Nordiques ou retour des Expos? Oh, nordique, 100%. Mais plus, moi, ce qui me fait triper, là, c'est plus l'éventualité d'avoir une équipe professionnelle féminine à Québec. Là, il y a les Victoires de Montréal qui sont en train de... qui remplissent le centre Vidéotron là, à guichet fermé. Il y a comme plus de monde qui vont voir ça que les Kings. Là. Fait que c'est incroyable. Imaginez si on recréait la rivalité. Là, ce serait les serait Victoires versus... Je sais pas s'ils pourraient s'appeler les Nordiques là, ou s'ils voudraient changer, mais ça serait hot. Denis Coderre ou Pablo Rodriguez? Et dur choix. Ça, je réponds pas à ça. Option nationale ou aérienne? Oh my God. Bonne question. Ben là, c'est parce qu'il y en a un deux que je connais très bien, puis l'autre, je le connais pas. Fait que juste pour comme vouloir tout connaître, j'irais aérienne, mais en même temps, tu sais, c'est ça. Il y a des liens entre les deux importants. Parti québécois ou Coalition Avenir Québec? Ben, entre les deux, mettons, je dirais la même chose pour le PQ que pour le Bloc. Là. Je dirais le PQ des années 70. Ruba Gazal ou Gabriel Nadeau-Dubois? Hey, là, ça, c'est dur, là. C'est le but. Écoute, ah là 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 là. Non, c'est trop dur. Je réponds pas à celle-là. Québec indépendant avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement provincial de gauche? Gouvernement indépendant... Non, Québec indépendant avec un gouvernement de droite qu'on renverse. Parfait. Puis convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Ben là, tu sais, travaillons ensemble. On aime ça. On te remettrait un petit cadeau. Non. Oui, tu peux même l'ouvrir. Ça vient de la boutique 50% plus 1. Wow! Je sais pas si tu connais la boutique. Oui, je la connais. J'arrête pas de me dire, faut que je m'achète un T-shirt de autres. Ah ouais? Ouais. Ben, on dirait qu'on... Vous avez lu dans mes pensées? Peut-être, on sait pas. Attends un peu. Il est donc même beau en plus. C'est-tu Ouais. le oui de 80? Exactement. Donc, si les gens veulent se procurer le même T-shirt que Sol Zanetti, pour faire la promotion de l'indépendance, c'est sur la boutique 50% plus 1 et ils ont le code promo Génération Oui. Ça permet de financer les Oui Québec, ça permet de financer Génération Oui, puis en plus, ça vous fait un rabais. Donc, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Donc, est-ce que tu avais un mot de la fin? Comment qu'on peut te suivre? Oui, ben suivez-moi sur les réseaux sociaux. Puis sinon, je voulais vous remercier. C'est vraiment important ce que vous faites. Lâchez pas. Puis à tout le monde qui écoute puis qui se demande qu'est-ce que je peux faire pour l'indépendance, impliquez-vous dans une organisation indépendantiste. Pourquoi pas les Oui Québec? Pourquoi pas fonder votre propre affaire comme Génération Oui a fait? Tout est utile. Il faut que ça soit foisonnant. Puis même si des fois ça a l'air d'être quelque chose qui ira pas loin parce que c'est pas suffisant à comme faire l'indépendance en soi, là, ça va foisonner, faire foisonner le mouvement, ça va inspirer tout le monde, ça répand et maintient l'espoir. Alors, il faut s'impliquer. Ben merci beaucoup encore une fois d'être venu. Puis je pense qu'on a couvert beaucoup d'angles morts, beaucoup aussi d'arguments fédéralistes qu'on a pris la peine de répondre. C'est vraiment très apprécié. Donc, si vous avez aimé l'épisode, on vous invite à vous abonner, aimer, commenter. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le camp du oui. On est également présent sur Facebook, Instagram, TikTok et toutes les autres plateformes. Je les nommerai pas tous. Donc, sur ce, on se dit À la prochaine fois.